avec ma voix, j'étais tout timide à cette époque-là et tout. Ah, excuse-moi, je t'aime bien. Est-ce que tu voudrais qu'on se fasse un cinéma? Là, je dois avoir pété les 400. Bah, je t'expliquerai pourquoi après. Maxime, Flora, je vois que vous vous rapprochez. Échangez vos numéros, voyez-vous après. Mais faites rien cette soirée-là, ça va me saouler. J'oublie mon téléphone, du coup, je redescends. Au moment où je redescends, je les vois en train de s'embrasser. Du coup, je lui ai foncé dessus. Je l'ai mis KO. Quand j'ai glow up et après ma première relation, je me suis dopé. J'ai pris de la testostérone. C'est pas rare que je date des femmes de plus d'1m80. Et j'ai eu une mannequin ukrainienne il y a pas très longtemps qui faisait 1m88 sans talons. Le nombre de femmes qui m'accostent sur les réseaux, par exemple, en mode ah stylé tes tatouages, peu importe où je vais, je fais j'ai qui je veux. Oh, je dois avoir pas loin de 30 000 là sur le corps. 30 000. Si je n'ai pas d'émotion avec la personne, je m'ennuie avec du sexe normal. Puis tu tombes sur une meuf qui est un petit peu plus instable que les autres, qui est un peu plus violente que les autres et qui te dit vas-y crache-moi la gueule. Grand Seco, oui, c'est 40 000, mais après les autres, c'est 300 balles. Et en gros, t'as plusieurs trophées que j'ai envie d'avoir, c'est-à-dire il y a la montre, la Lamborghini et la maison sur la plage. Ok, ben donc du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours avec les filles? Moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu de savoir, tu vois, un peu ta perception que tu avais, peut-être adolescence, à partir de l'adolescence. Je sais pas si c'est intéressant avant, tu vois, mais plus ou moins la zone charnière, c'est l'adolescence, le collège, le lycée. Donc déjà, comment ça s'est passé pour toi déjà socialement et un petit peu avec les filles? Et je fais juste une pause dans ce podcast pour vous expliquer que Pierre a eu malheureusement un souci d'électricité car il y avait l'orage chez lui. Donc, on a perdu la partie où il mentionne ses mensurations. Vous savez que j'aime bien poser cette question en début d'épisode. Donc, je vais répondre à sa place dès maintenant. Donc, Pierre, il fait 1m71 pour 82 kg. Il a quasiment 28 ans et il est d'origine caucasienne. Voilà, on peut reprendre l'épisode. Enjoy. Du coup, ouais, l'arrivée au collège, j'ai commencé à me laisser influencer par les gens, etc. Sur le chemin pour retourner chez moi, vu que je rentrais à pied, il y avait un bureau de tabac. Du coup, à cette époque-là, je me suis retrouvé à acheter des bonbons en sortant de cours, donc à prendre du poids. Et là, ça a été le changement total de la cote, on va dire, que je pouvais avoir. C'est-à-dire que j'ai pris beaucoup de poids. J'ai commencé à prendre beaucoup de poids sur les années de 6e, 5e, 4e. Quand je te dis beaucoup de poids, c'est 10-15 kilos par an facile. Et du coup, ouais. Ah, j'avais, je sais pas, je devais avoir 20 € d'argent de poche à cette époque-là. Ça partait tout en bonbons, donc c'était énorme. T'as des photos? J'ai des photos, je te les enverrai. Je te les enverrai après. Bah si ça te dérange pas, faut comme ça, je pourrais le mettre vite fait au montage. Carrément, ouais. Je dois avoir des photos. Je les ai utilisées dans mes vidéos. Okay. Donc je t'enverrai ça. Et après, ouais, donc là, je commençais, j'étais le bisu, j'étais le mec qu'on bisutait au collège, etc. Donc du coup. À cause de ta perte de poids, enfin de ta prise de poids. Ouais, j'étais le seul qui était en surpoids dans tout le collège. Et aussi j'avais les cheveux longs. À l'époque, les cheveux longs, c'était la honte. J'avais des traits très féminins. Enfin, il y avait vraiment rien. Je jouais à Yu-Gi-Oh! À l'époque, c'était la honte aussi. Je jouais à Dofus. Ouais, je te jure. Je jouais à Dofus, c'était la honte. Enfin, tu vois, genre, c'était vraiment l'époque où il fallait jouer au foot et être sportif. Et moi, j'étais gros, cheveux longs, Dofus, Yu-Gi-Oh! J'étais le bisu, quoi. Donc du coup, ouais, ça a été cette époque-là un petit peu compliquée. Et du coup, je me suis renfermé sur les jeux vidéo, etc. J'ai continué à prendre du poids. Et ça a continué au lycée. J'ai continué à prendre du poids, j'ai continué à manger, etc. Jusqu'à atteindre en terminale 102 kilos pour 1 mètre. J'arrive pas à y croire. Ouais, je faisais 102 kilos pour 1m71. Parce que tu sais, j'ai un ami, il fait 1m75. Ouais. Et il avait énormément de problèmes avec la bouffe. Et en mangeant, mais comme un âne, il a jamais réussi à passer le quintal. Ah, putain, genre, il a toujours bloqué à 96, tu vois. Et là, quand tu me dis que toi, t'as passé 102, c'est surréaliste pour moi. Ouais, j'ai passé 102. Alors après, quand je te dis que je bouffais comme un gros, c'est que je bouffais vraiment, c'était insane. Tu vois, les brioches pasquier, là, les trucs de 400 grammes. Et quand je rentrais du lycée, je me mettais devant MW2 à l'époque. J'étais mon sniper, je faisais du quickscope, machin, etc. pour les connaisseurs. Et genre, j'arrivais devant ma console, j'allumais ma Xbox, je me prenais la brioche pasquier entier, un pot de Nutella, je bouffais toutes les tranches de pasquier avec du Nutella dessus. Toutes. Et c'était quasiment tous les jours comme ça, tu vois. Tu rajoutais à ça les McDo le week-end, les crêpes le vendredi soir, le machin. Mais comment tu l'expliques ça psychologiquement? T'avais un vrai craving pour ce genre de bouffe ou t'avais autre chose derrière qui te faisait compenser? Tu vois, je te dis ça parce que par exemple, tu vois, moi j'ai mon entourage proche, je sais que derrière il y a des complications un peu psychologiques qui font qu'il y a compensation par le sucre. Est-ce que toi, c'était juste vraiment plaisir ou? Non, en vrai, j'y prenais pas tant de plaisir que ça. Tu vois, les premières bouchées, etc., t'en prends beaucoup. Je sais pas si t'es familier avec le concept de plaisir marginal.
tu manges. Au début, tu prends beaucoup de plaisir et plus tu le fais, moins t'en prends. Bah, c'était exactement ça. Et du coup, la première temps, j'y allais. Et puis après, c'était une addiction. Et je pense qu'elle vient de la compensation de ça. En fait, vu que j'avais pas d'amis, que je me faisais cogner dessus, qu'on se foutait de ma gueule, que les profs se foutaient de ma gueule, machin, etc. Bah, c'était très compliqué. Que du coup, il y avait aussi mon père qui avait qui tapait, enfin pas me tapait dessus, mais tu sais, qui se foutait de ma gueule et qui me poussait, mais pas de la bonne façon. Du coup, j'avais vraiment du mal. En gros, j'avais vraiment que ma mère à cette époque-là, et j'avais vraiment du mal à compenser ça. Et en fait, j'ai trouvé la compensation et dans les jeux vidéo où je me suis retrouvé à être très bon parce que j'ai un côté où quand je suis concentré sur une tâche, je vais à fond et j'ai envie d'exploser tout. Donc en gros, quand j'étais sur Dofus au début, j'avais envie d'être dans les meilleurs du serveur. Donc j'étais dans les meilleurs du serveur. Pareil, sur Modern Warfare 2, je faisais de la compétition à l'époque de MLG. Donc c'était avant les streaming, avant le stream. Okay. Et donc il y avait ça et la bouffe. C'était les deux trucs sur lesquels je compensais beaucoup. Et à force, c'est devenu une addiction. C'est-à-dire qu'à force, c'était un réflexe. Je rentrais chez moi, je mangeais parce que je jouais à Modern Warfare 2, quoi. Donc c'était vraiment, j'y prenais pas tant de plaisir que ça. C'était vraiment de l'addiction et de la compensation. Et j'ai juste une petite question sur, tu disais que y a des gens qui te tombaient dessus alors, dehors, genre au lycée? Ouais, par au exemple. collège, au lycée, ouais. Et tu peux raconter ça? Parce que j'ai du mal à le, Ouais. Je l'ai déjà vu dans les films et tout, tu vois, je l'ai jamais vécu personnellement, mais ça se matérialise comment dans la réalité? Alors moi, ça se matérialisait, c'est-à-dire que déjà, j'étais pointé du doigt partout. C'est-à-dire que tu sais, quand t'es au collège, au lycée, quand tu dois changer de cours, tu traverses le lycée, le collège, etc. pour aller d'une pièce à une autre. C'était des croche-pattes, des coups de sac, des coups de coude, des béquilles, voilà, des insultes, des moqueries, etc. Au lycée, c'était plus de l'isolement. C'était moins physique, c'était beaucoup plus de l'isolement. Mais ça allait sinon au cours de c'était souvent les cours de sport, donc à force je me suis fait dispenser de sport parce que je pouvais plus du tout y aller de façon tranquille. Je me retrouvais à être dans les vestiaires et avoir 3-4 gars qui me prenaient à partie et qui m'humiliaient en public, donc qui me tapaient dessus, qui me faisaient des prises de catch parce qu'à l'époque c'était le catch WWE qui était très en vogue. Et je me retrouvais voilà à être en 1v5 à juste rien pouvoir faire, à me faire humilier dans les vestiaires. Il y a des profs qui ignoraient, etc. Donc voilà, ça se passait, je sais pas si ça a répondu à ta question, mais okay. C'était du coup, ça ressemble vachement au film, tu vois. T'as le cliché du film américain où après le mec il se retrouve dans un champ en épouvantail. Ça allait pas jusque là, mais mais voilà. Okay. Et le truc c'est que je pense que c'était vachement niveau social parce qu'en fait dans ces groupes-là, t'avais des gens qui en dehors du collège, en dehors du lycée, étaient des personnes que je considérais comme des amis, tu vois, et avec qui je pouvais jouer à Dofus, avec qui je pouvais jouer. Enfin, je faisais un peu de sport, je faisais du tennis, je pouvais jouer au tennis avec eux, etc. Mais tu sentais qu'il y avait une pression sociale où ils voulaient pas s'allier à moi, et du coup, quand on était sur le lieu collège-lycée, j'étais un inconnu pour eux, tu vois. Ok. Donc j'ai été tout seul pendant toute cette période. Ouais, c'était dur. C'était très dur, c'est pas mes meilleures années, je t'avoue. Mais avec le recul, en vrai, ça a fait aussi qui je suis aujourd'hui. Donc tu vois, en soi, même si c'est pas cool sur le moment, avec le recul, je suis quand même, je dirais pas, je remercie pas le destin, je dirais, mais voilà, reconnaissant, c'est le terme, mais presque reconnaissant parce qu'au final, tous ces mecs-là, maintenant, ils sont loin derrière moi. C'est-à-dire que par rapport à mon travail, par rapport à mes revenus, etc., je sais où ils sont et genre, ça me fait plaisir de voir que j'ai explosé par rapport à eux. Physiquement, j'ai eu des changements qui sont largement supérieurs à eux. Quand je vois qu'ils viennent me demander des conseils sur comment faire de l'argent sur Internet, C'est vrai. Ouais. T'en as qui c'est la meilleure des revanches. Ah bah récemment, tu vois, j'ai lancé ma chaîne Micro-Trottoir récemment. Donc je montre mon visage. Le nombre de personnes avec qui j'ai été au collège et lycée qui sont revenus me parler récemment parce que ma chaîne commence à développer pour me gratter l'amitié. Ah, ça fait plaisir, tu vois. Ça fait plaisir. Et d'ailleurs, tout ça, c'est dû à ces changements. Et le premier changement, ça a été un changement par rapport à une femme, justement. C'est-à-dire qu'en terminale, il y avait une fille, du coup, à cette époque-là, qui s'appelait Julie, qui me répondait. Déjà, à cette époque-là, c'était quelque chose parce que les gens m'ignoraient. C'est-à-dire que quand je leur parlais, ils regardaient leurs potes, ils rigolaient et ils se barraient, tu vois. Donc là, quand j'avais Julie qui me répondait, quand je lui parlais en cours, ouais, excuse-moi, j'ai pas entendu, tu peux me redonner ça, etc. Elle me répondait. Bah, comme c'était la seule qui me donnait un minimum d'affection, pas d'affection, mais de respect, bah j'avais développé un attachement pour elle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je savais que c'était la honte d'être avec moi. Du coup, je lui ai rien demandé toute l'année. Et à la fin de l'année,
je lui ai dit, écoute, Julie, moi, je t'aime beaucoup et j'aimerais bien qu'on se voit en dehors du lycée. Est-ce que ça te dirait que je t'invite faire un cinéma un après-midi pendant les vacances? Et là, elle m'a dit une phrase, mec, qui m'a marqué à vie. Ça a été le début de tout, le changement de tout. Ok, donc ça a été très négatif. T'as vu ta gueule, même un rat sortirait pas avec toi. Mais non. Ça m'a fait un électrochoc. Je me suis dit, putain, je suis un gros lard, je suis un sac à merde. Bouge-toi le cul, mec. Elle avait quel âge, cette fille? 17 ans. Et toi, t'avais 17 ans. Pareil? Ouais, 17 ans, c'était terminal. Ouais, mais c'est ouf, en fait, parce que ce qu'elle t'a dit, c'est d'une violence incroyable, mais en même temps, c'est tellement rare les gens et les filles qui sont honnêtes qu'au final, c'est ça. C'est honnêteté maximale, violence maximale, mais électrochoc maximal aussi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et moi, c'est ce que je dis. Tu sais, en ce moment, on est beaucoup dans un monde de politiquement correct et de bienveillance, etc. Et c'est ce que je dis à beaucoup de gens, c'est que ça peut peut-être servir à quelqu'un, mais si t'es trop gentil en voulant leur dire, ah, tu devrais perdre du poids, etc. Parce que ça, on me l'a dit pendant des années, on me l'a dit, tu devrais perdre du poids, oh, mange moins, etc. Mais en fait, ça te bouge pas. T'as pas l'électrochoc. Et je pense qu'il y a des personnes chez qui il y a besoin d'avoir cet électrochoc. Pas tout le monde. Pas tout le temps, et je pense que chez certaines personnes, ça peut être même dévastateur. Mais moi, en tout cas, ça a fait office d'illumination. Ça m'a vraiment du jour au lendemain, je fais waouh, violent. Donc j'ai chialé pendant presque 2 jours, j'osais plus sortir, je me suis dit vas-y, je vais me suicider, machin et tout. C'était vraiment. Et puis après, je me suis dit vas-y mec, de toute façon tout le monde s'en fout de toi. Si tu fais rien, il y a personne qui va te sauver. J'avais 17 ans, c'était en juillet, je me rappelle, c'était les grandes vacances, et j'allais sur mes 18 ans vu que je suis né en août. Et là, je me suis dit vas-y. Je perds du poids. Et j'ai perdu 58 kilos en 6 mois. J'ai juste arrêté de bouffer. Et électrochoc, vraiment, tout seul. T'as été le moteur, ça a été juste cette phrase. Et toi-même. Ça a été cette meuf-là, ouais. Ça a été Pour moi, c'est Julie. Pour moi, c'est elle qui m'a, entre guillemets, sauvé. Ou en tout cas, qui m'a permis de bouger. Parce que ma mère, elle voulait pas être violente. Donc, elle essayait de m'accompagner. Mais tu vois, elle était plus touchée. Mais elle voulait pas être méchante. Elle voulait pas... Donc, en fait, elle était triste. Elle voyait comment les autres enfants se comportaient avec moi, elle voyait comment les adultes se comportaient avec moi. Elle a essayé, tu vois, elle m'accompagnait au collège, elle a essayé de me défendre, etc. Mais ça ne faisait rien. Et elle était assez émotive, donc du coup, on pouvait pas grand-chose. Donc, elle me soutenait, mais elle pouvait trop rien faire. Et elle voyait que les choses qui me faisaient oublier ça, c'était la nourriture et puis les jeux vidéo. Donc elle me laissait jouer aux jeux vidéo et elle me laissait manger. Et voilà, en fait, ça a été très très violent à cette époque-là. Et Julie m'a vraiment ce truc devant tout le monde, parce que vraiment il y avait tout son groupe de potes et tout. Elle a dit devant tout le monde. Ouais, il y avait au moins 20 personnes et tout, tu vois. Donc après les rires, on se fout de ta gueule, on t'appelle le gros rat, machin et tout. C'était tellement hard. Mais attends, j'ai pas compris, parce que tu lui as demandé de sortir avec elle devant tout le monde. En fait, je lui ai pas demandé. En fait, je l'ai pris à part. C'est-à-dire qu'il y avait la cafétéria au lycée, et si tu veux, c'était la sortie de la dernière épreuve du bac, et tout le monde était autour de la cafétéria, etc. Et puis je viens voir, je fais Julie, excuse-moi, je peux te parler 2 minutes. Et elle me fait oui, vas-y, dis-moi. Et je fais avec ma voix, j'étais tout timide à cette époque-là et tout. Ouais, excuse-moi, je t'aime bien. Est-ce que tu voudrais qu'on se fasse un cinéma pendant les vacances et tout? Et là, direct, la grosse claque de la réalité dans la gueule. Là, c'était archi violent. Et en fait, elle l'a dit super haut. Et en fait, t'as tout le monde autour de soi qui s'est retourné, tu vois, genre sur la phrase. Mais non, mais ça, c'est une scène de film. Franchement, je le vois. Alors, je sais pas si c'est mon esprit qui a reformé la scène ou quoi, mais alors moi, je le vois vraiment comme une scène à la Smallville, tu vois, dans les premiers épisodes où ils se font humilier. Vraiment, c'était ça, quoi. C'était assez agressif. Et je sais pas si mon esprit il l'a tourné d'une façon pire ou moins pire pour voir, mais pour moi, je l'ai ressenti comme ça, en tout cas. Et quand j'ai entendu les rires et les autres insultes des autres derrière, en mode, ah, putain, il a cru, t'as vu sa sale gueule, machin et tout. Me suis barré, je suis monté dans la voiture avec mon père. Et, j'étais sous le choc, tu vois, j'étais les yeux dans le vide. Je suis rentré chez moi, je me suis posé sur mon lit, j'ai chialé pendant 2 jours. J'ai bouffé, j'ai joué à Call of. Et après, je me suis dit, mec, faut que tu te lances, là. Et t'en as pas parlé à tes parents? Non, ils ont jamais su. Enfin, ma mère a su après, mais elle a su après ma perte de poids, parce qu'en fait, elle a eu peur, en fait, vu que j'ai arrêté de manger. Elle a eu peur, pensait que je me laissais mourir, tu vois. Genre, tu sais, tu t'es un mec qui bouffe 10 000 calories par jour, il passe à bouffer 500 calories par jour. Forcément, tu vois, tu commences à flipper. Donc, en plus, j'ai fait ma puberté très tard. À 18 ans, j'étais pas encore développé. J'avais vraiment des traits féminins, j'avais une voix qui était encore assez aiguë.
Mais j'avais beaucoup de perturbateurs endocriniens. À cette époque-là, j'ai mon médecin qui m'a dit que le Nutella, ça développait beaucoup les caractères féminins, l'œstrogène, etc. Il y avait des perturbateurs. En fait, l'opercule, l'opercule de l'époque, tu sais, la sorte de petit plastique bizarre, un peu métallisé là, qu'il y avait sur le dessus. En fait, il expliquait que c'était un gros perturbateur endocrinien et que ça gênait les hormones, la testostérone principalement, et que ça stimulait l'œstrogène. Et en fait, comme je bouffais du Nutella, à la pelle, tu vois. Et en gros, j'avais même développé une gynécomastie, je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais. J'allais te poser la question, est-ce que tu avais pas des seins aussi? Ouais, j'avais développé une gynécomastie et du coup, je me suis opéré, tu vois. À 18 ans, je me suis opéré pour ça et tout, parce qu'en fait, du coup, anniversaire de mes 18 ans, j'ai décidé de perdre du poids, enfin un peu avant, j'ai essayé de perdre du poids. Et en avril de mes 18 ans, donc à peu près 6 mois après, j'étais à 44 kilos de poids de corps. 44 kilos de poids de corps, j'avais perdu 58 kilos. Et mais là, t'avais exagéré, non? Parce que 48, ça devient faible. Ah bah, j'étais vraiment faible et tout. Et en fait, tu vois, j'étais un peu le skinny fat. Parce qu'en fait, j'étais pas sec. J'avais un peu de gras et tout. C'était vraiment un physique ingrat. Ouais. Et j'avais un peu de reste de peau. J'avais, du coup, la gynécomastie qui se voyait, etc. Donc, j'ai fait des opérations. Je me suis fait opérer, je me suis fait couper un peu de peau au niveau du bas du ventre. Et puis, la gynécomastie opérée aussi. Ok. Et après, du coup, je suis resté comme ça pendant, quelques mois. Et je me suis dit, ouais, j'ai un physique de lâche maintenant, je suis une brindille, je suis un Velux comme je disais à l'époque. Et du coup je me suis dit ouais, c'est exactement ça. Et j'avais même pas la ref à l'époque. C'était une ref que je connaissais même pas, tu vois. Et puis je me suis dit mec, bouge-toi quoi, vas-y on y va. Vas-y, je prends du poids, mais plus jamais gros. Et du coup je me suis mis au sport. OK, et est-ce que justement quand t'étais obèse et t'étais skinny fat, est-ce que tu avais de la piscine au sport? Parce que moi, à l'école, je veux dire. Je me faisais dispenser. Ah, voilà, on est d'accord, parce que ça, c'est un enfer. Je me faisais dispenser, j'y allais au début de mon collège. Et tu vois, au début de mon collège, j'étais pas en surpoids encore. J'étais un peu plus rond que les gens. Mais je sais pas, proportionnellement, je devais faire 1m50 pour peut-être 55 kilos, tu vois. Là où les gens, ils faisaient 1m50 pour 40-45 kilos. Donc, ça devait être autour de ça. Et déjà là, on se foutait de ma gueule. Et du coup, à partir de 4e, j'ai arrêté d'aller à la piscine. Ok. Donc je prétextais, je sais plus ce que c'était. Enfin pour les sports, en gros, j'avais le médecin de la famille qui était ami avec ma mère. Il avait mis un truc genre dégénération osseuse au niveau du talon, dispensé de sport jusqu'à la fin de la puberté. Allez. Cadeau, c'est gars. Donc du coup, moi j'ai eu une énorme, j'avais une énorme honte, c'est qu'en fait j'avais des grands pieds. Et tout le monde se foutait de ma gueule à cause de mes grands pieds. Du coup, je voulais pas aller à la piscine, je voulais pas aller à la plage. Et c'était déjà un enfer pour ce truc-là. Alors, j'imagine même pas quand on se fout de ta gueule parce que t'es gros, quoi. Pourtant, avec des grands pieds, tu les aurais tous tracés, là. Ouais, je sais, mais putain, en fait, c'est tellement méchant. Ouais. Et quand t'es sensible, en fait, et que, en fait, tu vois les autres, mais parce que les mecs sont hyper sincères, c'est réaction spontanée. C'est les mecs se foutent de ta gueule en mode, il y a zéro filtre, tu vois. Et en fait, ça peut être vachement violent, quoi. Bah, moi, c'était surtout les meufs qui étaient violentes. Les mecs étaient violents, mais physiquement. Les meufs étaient violentes psychologiquement, et ça m'a beaucoup plus atteint que physiquement. Parce que physiquement, tu vois, j'avais une barrière de fat. On s'en fout, tu vois, vas-y, tape dessus. Ouais. Mais psychologiquement, j'étais vachement faible. Et comme j'ai été éduqué principalement par ma mère, qui était très émotionnelle, très sensible, j'ai mis longtemps à me détacher de ce côté émotionnel. Pendant très longtemps, j'ai eu des caractéristiques féminines et dans mon comportement et dans mon mon psyché, dans mon physique, quoi. Donc, donc jusqu'à, on va dire 18 ans, zéro meuf, pas trop d'amis, jusqu'à gros, 19 ans, ok. Et là, t'as commencé à faire ton changement, donc vas-y. J'ai commencé à faire mon changement. Non, je me suis pas encore inscrit au sport, j'ai commencé avec du street workout. Donc j'ai commencé à faire des pompes chez moi parce que j'avais honte de sortir, machin. Et puis après, il y a eu un city, un terrain de basket à côté de chez moi. Et là, j'ai commencé à aller là-bas, faire des tractions, faire des dips, etc. Okay. Là, j'ai eu mes premiers résultats. Donc j'ai commencé à voir les pecs qui se développaient au bout de quelques mois, des abdos qui venaient, les bras plus gros que que les autres mecs de mon âge. J'ai commencé à voir que je gagnais en force et du coup j'ai commencé à prendre confiance en moi, mais pas encore suffisamment. J'étais en BTS à cette époque-là et du coup je voyais encore que j'étais en retard sur les autres gars, retard entre guillemets, tu vois, j'étais moins développé. Je me suis dit putain, vas-y, je m'inscris à la salle. Donc là je me suis inscrit à la salle au bout de 6 mois à faire du street workout. Et là j'ai pris un coach tout de suite. J'ai demandé à ma mère, à cette époque-là j'avais pas de salaire, je lui ai dit maman, est-ce que tu peux me payer un coach? À cette époque-là il s'appelait David Costa, je sais pas si tu connais,
Mais Non. du coup, je lui ai dit, bah voilà, j'ai vu David Costa, il propose un coaching trimestriel, c'est 270 € le trimestre. Est-ce que tu veux bien me le prendre, s'il te plaît? Et du coup, il m'a dit oui. Et j'ai commencé avec ce gars-là. Et en fait, dès que j'ai commencé la salle, j'ai commencé avec la diète, un entraînement parfait, une routine parfaite, que ce soit repos, alimentation, sport. Pendant 4 ans, j'ai quasiment pas fait d'écart. J'étais vraiment focus. Et quand j'ai commencé le sport, j'ai rencontré ma première copine sur Tinder, qui s'appelait Lucie. Lucie, je l'ai rencontrée juste avant mes 19 ans. 2 jours avant mes 19 ans. Et en fait, c'était ma première copine, c'est avec elle que j'ai fait ma première expérience sexuelle, c'est avec elle que j'ai eu les premières périodes d'affection, etc. Et j'ai glow up en fait pendant la relation. C'est-à-dire que la relation a duré 1 an et demi. Et en fait, j'ai glow up de fou furieux pendant la relation. Je suis passé d'un 4 sur 10 à ce qu'on pourrait aller à un 7 sur 10, tu vois. Et en fait, ouais, dis-moi. Ouais, alors, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as réussi à la séduire? Parce que pour les gens qui nous écoutent, tu vois, peut-être que Tinder, c'est vraiment pas une solution. Et parce que, bon, tu vois, tu as tous les a priori sur Tinder, faut être beau, c'est hyper concurrentiel, etc. Donc, j'imagine que c'était quand même, bon, il y a un moment, mais voilà. Et comment tu as réussi justement à avoir cette copine, étant donné que tu n'étais pas à ton top encore? Ça faisait pas mal de temps que tu faisais du sport, mais... J'étais pas encore à mon top, surtout que j'avais encore une coupe de cheveux de l'époque, c'est-à-dire les cheveux en pique et tout, tu vois. Donc du coup, j'étais pas encore au max. Mais en fait, déjà, bon, faut savoir que c'était à 10 ans. Donc Tinder, il y a 10 ans, c'était complètement différent d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était beaucoup plus simple. C'était beaucoup plus simple. D'accord. T'avais les matchs, t'avais l'algorithme qui était complètement différent. C'était nouveau aussi. Donc du coup, et puis le contexte social était différent. Les femmes avaient pas peur de rencontrer des hommes. Donc du coup, enfin, moins peur. Et moins peur de tu sais, avec, il y avait pas le discours de ouais, les hommes agressent toutes les femmes, machin, etc. Donc, c'était beaucoup plus simple de parler à des femmes. Moins de choix aussi, je pense. Il y avait moins de choix. Bah, déjà, c'était le début de Tinder. Je me rappelle que t'avais pas des masses de profils, hein. T'avais pas des masses pareil, Instagram. Ouais, moi, il y a 10 ans, ouais, j'ai fait beaucoup d'adopte-mec, tu vois, par exemple. Ouais, bah ouais. Bah, de toute façon, les applis de rencontre, il y a 10 ans, c'était pas du tout pareil qu'aujourd'hui. J'en ai fait une vidéo récemment sur Tinder, bah, ça a plus rien à voir avec le Tinder que moi j'utilisais à l'époque. Ouais. Donc, mais bref, du coup, oui, j'avais match cette fille-là qui s'appelait Lucie, et en fait, elle était mineure à cette époque-là, elle avait 17 ans. Et moi, j'avais 19 ans, et en fait, c'est ça qu'a joué. C'est-à-dire que, bah, tu connais, hein, une femme qui rencontre un mec, enfin, une meuf de 16-17 ans qui rencontre un mec de 19-20 ans, bah, qu'on le veuille ou non, souvent, elles sont plus attirées par ce genre de profil-là. Le genre de profil qu'elles vont considérer comme un peu plus mature. J'avais la barbe de 3 jours. Bon, à cette époque-là, j'arrivais pas à développer des poils, donc j'avais juste le collier de barbe, mais, tu vois, j'étais le cliché du Kevin avec sa Clio devant le lycée, là. mais du coup, je travaillais à la banque. Mon BTS était à la banque, et en fait, je travaillais à la banque, et en fait, j'ai vachement joué sur ça. Genre, quand j'ai été en date avec elle, je suis en costume, machin et tout, tu vois, un peu le cliché de la honte et tout, tu vois. Non, mais c'est exceptionnel, c'est ce qu'il faut faire, hein, c'est se mettre en valeur et jouer sur l'imaginaire social. Hein, donc, c'est ça, ouais. Et à cette époque-là, du coup, je fais le date il place super bien, machin, etc. Et puis, on se parle le soir, on se parle le lendemain, et je lui dis, vas-y, ça te dit qu'on se revoit? Elle fait, non, mais en fait, j'ai réfléchi, j'en ai parlé avec mes copines, et en fait, je pense qu'on va s'arrêter là. Et je fais, ok. Au bout de combien de temps? De 48 heures après le date. Ok. Et genre, je fais, ok, pas de souci. Faut que tu me rendes ma cravate, parce que on avait été au cinéma et j'avais une cravate, elle me l'avait gardée. Faut que tu me rendes la cravate, du coup. Elle fait, ouais, ok, je fais, donne-la j'avais un pote qui était dans le même lycée qu'elle, parce qu'elle était dans le lycée qui était où j'étais, et j'avais un pote qui avait redoublé et qui était encore au lycée, je fais, donne-lui à lui. Et elle fait, non, je voudrais te la donner en main propre. Je fais, ok, je passerai vite fait après le taf. Je passe après le taf, et en fait, le fait que je revienne en mode froid et que je prenne la cravate, j'ai senti que elle se disait, putain, pourquoi il supplie pas et tout. En fait, ça c'est parti de là. C'est-à-dire qu'après, elle a dit, non, mais en fait, j'ai été un peu trop vite, j'aimerais bien qu'on se revoie finalement, machin et tout. On s'est refait un deuxième ciné, c'était à l'époque de, comment ça s'appelait, pas les Statesman, mais, ah merde, Kingsman, le film Kingsman. C'était l'époque du film Kingsman en 2004. Non, je sais plus. Enfin bref, Kingsman. En 2004, j'avais 8 ans. Je suis un connard. Ouais. 2014, Kingsman. Ok. Un peu après, non, c'était un peu après, enfin bref. On allait voir le film Kingsman, et du coup, après ça, j'ai été chez elle, chez son père, qui était absent. Et puis on s'est vu là, on a dormi ensemble, il s'est rien passé, on s'est embrassé, machin, etc. Et puis on s'est dit, bah vas-y, on se met ensemble. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait pour elle. Donc en fait, c'est pas vraiment Tinder. Tinder m'a permis de la rencontrer. Et après, ça s'est fait en 2 dates et quelques messages. À cette époque-là, j'avais aucun game, aucune confiance en moi. J'étais vraiment, j'étais juste saoulé, tu vois. Et voilà.
Ouais, mais tu vois, c'est quand même bien parce qu'il y aurait 1 milliard de mecs qui l'auraient supplié ou qui seraient revenus. Toi, tu l'as pas fait, tu vois. Bah parce que bon, déjà il y a plusieurs. Ego. Non, même pas. Même pas. La principale raison et la raison pour laquelle aussi elle m'a date, je pense, c'est que c'était pas non plus une bombe atomique. Tu vois, elle avait du charme, elle était mignonne, mais bon, c'était une meuf de 17 ans il y a 10 ans. C'est pas les mêmes qu'aujourd'hui, tu vois. Tu connais, elles sont plus, c'est moins mature, elles étaient moins apprêtées, etc. Donc du coup, il y avait ça. Et puis même si j'avais une coupe de merde, je commençais à avoir un petit peu de physique, je commençais à être plus athlétique. À cette époque-là, la muscu c'était pas la mode, au contraire c'était la honte. Quand je disais que j'allais à la salle, on me disait que la protéine c'était du dopage, que c'était de la gonflette, machin. C'est vrai. Hein. Il y a 10 ans c'était la honte. Hein. Il y avait pas. J'ai tellement vécu ça. La première fois que je suis allé dans une salle de sport, j'avais 17 ans parce que j'étais complexé à mort et c'était une honte. Mais t'imagines même pas comment j'ai dû me faire violence pour foutre un pied dans la salle. Ah ouais, mais c'était la honte. Moi, quand je disais que j'allais à la salle, mais comment on se foutait de ma gueule. À l'époque, moi, je regardais des vidéos de Thibaut InShape. Il les faisait sous son escalier. Il avait 4000 abonnés et il faisait des fucks à la caméra. C'était incroyable cette époque. Genre vraiment, c'était trop bien. Et ouais, du coup, c'était la honte. Mais j'avais un physique du coup qui était plus développé. Donc, et puis j'avais quand même des traits de visage qui étaient assez attrayants, même si j'avais une coupe de merde. Donc j'avais quand même réussi. Et en fait, pendant cette année, ces 18 mois de relation, j'ai glow up de fou. Et la relation, j'y ai mis un terme. Genre, bon, je regrette un peu comment j'y ai mis un terme parce que j'ai été un peu un salaud, mais en fait, j'ai eu un ego boost quand j'ai vu que le regard des femmes, quand j'ai commencé à changer ma coiffure et à me développer physiquement, a changé complètement sur moi. C'est-à-dire que je suis passé du mec invisible ou alors qu'on se foutait un peu de sa gueule aux mecs qu'on regarde en mode « Ah, pas mal !» Et là, j'ai eu un ego boost. J'ai commencé à avoir des propositions de femmes que je considérais magnifiques. Et je l'ai quitté en mode « Vas-y, je peux avoir mieux que toi, en fait. » Donc du coup, je suis parti sur ça. Et là, pendant 1 an et demi, ça a été le carrousel. Ça a été le carrousel. J'ai sauté sur tout ce qui bougeait. J'ai dû enchaîner. Tu vois, avec le recul, cette époque-là, j'aurais bien aimé la faire autrement. Mais je pense que j'avais tellement accumulé d'années de frustration où j'étais rejeté par tout le monde que j'ai voulu voir me rajouter à ça. J'ai dû coucher avec peut-être 150 femmes différentes en l'espace d'1 an et demi, tu vois. Alors vraiment, j'ai enchaîné, dont la Julie qui m'avait insulté de rat. Mais non. Elle m'avait même pas reconnu. Un jour, je me rappelle, j'habitais à Saran, à côté d'Orléans, et je la match sur Tinder. On parle, et j'avais mis un pseudo, j'avais mis P, et genre, elle vient un soir, on ken, et le lendemain matin, je lui fais, mais tu te rappelles pas du tout de moi? Elle fait non. Je fais, tu sais, c'est Pierre, le gars qui t'a dit que... Mais non. Et ça lui a fait un choc. Mais tu m'étonnes. Là, elle a dû redescendre sur terre. Bah, du coup, elle a essayé de me revoir et tout. Moi, je l'ai vu qu'une seule fois. Là, par contre, j'étais en mode égo. Bah, t'as eu raison. Putain. Avec le recul, elle était tellement magnifique, j'aurais peut-être fait un autre coup, je sais pas. Mais, Non, t'as eu raison, en vrai. Bon, c'est personnel, tu le gères comme tu veux, mais ouais, les revanches sont toujours. C'est ce qu'on dit, les plats se mangent froid, ben là. Ah, là, c'était bien. Là, franchement, c'est ce moment, son regard, quand je lui ai dit, je suis Pierre. Boum! Ça, c'était quelque chose. Ça, c'était bien. Attends, moi, j'ai une question. T'as dit que t'as glow up pendant 1 an et demi de relation. Ça, c'est comment? Qu'est-ce qui s'est passé ou parce que t'as pris de l'expérience? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Déjà, comme je te disais, j'ai fait ma puberté assez tard. C'est-à-dire que ma puberté, je l'ai fait entre mes 19 et 21 ans. Alors que ma barbe, j'ai commencé à l'avoir à 21 ans. Ma voix, elle a commencé à changer vers 20 ans. Ma masse musculaire s'est développée quand j'ai commencé la muscu, donc vers 19 ans. Donc, en fait, la relation s'est finie j'avais entre 20 et 21 ans. Ouais. Donc, tu te dis, j'ai pris des épaules, j'ai pris des bras, etc. J'étais athlétique, je faisais 1m71, je devais être autour de 62 kilos, mais secos, tu vois. Sec. Donc, du coup, tu sais, t'as le physique passe-partout qui plaît à toutes les meufs, en fait. Le physique où tu vas sur la plage, elles font, ouais, il est super musclé, alors qu'en fait, t'es juste mince, quoi. Enfin, mince avec un peu de sport. Ouais. Et puis, donc, du coup, ouais, ça a été un glow up. Et puis, même ma confiance en moi, elle a changé parce que du coup, je commençais à avoir de l'affection. Je commençais à voir que j'avais un peu d'argent qui rentrait parce que je travaillais à cette époque-là en banque. Donc, à cette époque-là, je gagnais quasiment 2000 € net par mois à 19-20 ans, ce qui était pour l'époque très très bien. Donc, du coup, j'ai un peu pris la grosse tête. Et en fait, cet ego qui s'est développé m'a aussi permis de glow up encore plus parce que du coup, j'étais en mode ouais, je suis meilleur que mes potes, machin. Donc j'allais à la salle et je voulais être encore meilleur, machin. Du coup, vraiment, je me suis développé de fou. Avec le recul, c'était ridicule, tu vois. Genre, j'étais même pas si bien que ça. Mais dans ma tête, j'avais glow up. Et je pense que du coup, ça avait développé une image que je renvoyais de moi qui était complètement différente, tu vois. Ok. Et t'as fait quoi comme études? J'ai fait, alors c'est un peu chaotique mon parcours d'études, mais en gros, j'ai une professionnalisation d'attaché commercial que j'ai fait en banque. Okay. Et une licence de psychologie et un BTS MUC. Voilà. Ok.
Et est-ce que le fait d'être en relation avec ta meuf, parce que c'était ta première fille, Ouais, c'est la première fille avec qui t'as couché. Ouais, Lucie, ouais, c'était ma première. Donc t'as pris aussi confiance au niveau sexuel, j'imagine? Non, pas encore. En vrai, pas encore, parce que elle aussi, c'était sa première fois. Du coup, c'était très sobre, hein, pour pas rentrer dans les détails. Il y avait beaucoup de pratiques qu'elle trouvait dégradantes, beaucoup de pratiques où elle était pas prête, machin, etc. Et du coup, comme j'avais pas assez confiance en moi à cette époque-là et que j'étais bercé dans un discours féministe en mode il faut vraiment toujours tout demander, machin, etc. Tu vois, j'étais pas dans la stimulation d'émotions, j'étais vraiment dans le consentement en pensant que une femme réfléchissait comme un homme et que du coup, si je lui disais écoute, ça te dit qu'on teste la fellation, etc. et qu'elle me disait non, c'était non et que j'avais pas insisté ou que je pouvais pas faire autre chose, tu vois. Okay. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la relation, ça a été quasiment que du missionnaire pendant 1 an et demi, quoi, tu vois. C'était vraiment le début. Ouais. Et c'est ouais, dis-moi. Non, mais justement, après, tu m'as annoncé 150. Les Français veulent en savoir plus. Ouais. Donc, c'est sur quelle période? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as utilisé les applis? Est-ce que, au contraire, t'as été capable, je sais pas, d'approcher les filles en soirée, dans ton cercle social, j'en sais rien, peut-être dans la rue, aucune idée. Tu peux nous en dire plus? Et c'était sur quelle période, les 150? 150. 1 an, 2 ans, jusqu'à maintenant? Non, alors, 1 an. Jusqu'à maintenant, là, je dois avoir pété les 400. Je t'expliquerai pourquoi après. Je t'expliquerai parce qu'il y a une raison pour laquelle pourquoi j'en ai autant. Mais en gros, allez, 150 sur 1 an et quelques mois, ouais, tu vois. Parce que en fait, et à l'époque, c'était avec Tinder beaucoup. 98%, je dirais, c'était avec Tinder. J'en ai eu quelques-unes en boîte, mais sinon, c'était quasiment que du Tinder parce que j'osais pas, les femmes me faisaient peur, j'osais pas les aborder. Ok. Donc c'était beaucoup de Tinder, je leur parlais, on se voyait. Ça allait très vite en fait à cette époque-là. Putain, je me rappelle, ça allait vraiment. Tu vois que je voyais que j'étais au-dessus des autres mecs à cette époque-là parce que c'était vraiment très très facile et que j'avais accès à des femmes qui étaient très très belles. Et je te dis, c'est juste à cause de mon physique et ça a été jusqu'à ce que la muscu ce soit la mode. La mode de la muscu, c'est depuis le Covid à peu près. Mais avant ça, des mecs athlétiques musclés, il y en avait beaucoup moins que maintenant et c'était beaucoup moins répandu. Du coup, quand t'étais un peu athlétique, on te voyait direct. Ok. Ça a été, ça a été ça. Et en fait, je n'osais pas aborder les femmes. C'était Tinder, un petit peu les boîtes de nuit avec l'alcool. Et puis ça s'est enchaîné. Hein. J'ai des semaines. Je me rappelle une fois, j'ai hébergé un pote. Il s'appelle Vincent. Il m'a recontacté il y a pas longtemps d'ailleurs. Et putain, c'est salaud. Hein, mais genre, j'étais en mode, vas-y, faut que je batte mon record en 1 semaine. Et en gros, mon record c'était 7 en 1 semaine. Et genre, j'arrive à 8. Et on est le dimanche soir et je fais mec, vas-y, j'ai envie d'en faire une 9e, d'éclater mon record et tout. Je me mets sur Tinder, je prends la première venue. Elle sonne au visiophone, je vois sa tête, je suis en mode ah putain non mec, elle est dégueu et tout. Et à cette époque-là, j'habitais dans un studio, du coup j'avais mon lit qui était ici et mon pote il dormait là et on était là sur le lit, on était en train de faire notre truc avec la meuf et tout et il était mort de rire à côté. Ah c'était l'angoisse cette année. Et ça c'était quelle ville? Toujours Orléans, à côté d'Orléans. À côté d'Orléans. C'était ça. Okay. Et à cette époque-là, t'avais des tatouages ou t'en avais pas? J'en avais un qui était pas visible. En gros, si tu veux, moi j'ai tout le corps maintenant, mais en fait j'en avais un sur l'oblique. Je sais pas si tu connais Ziz. Ouais. Ouais. Et ben en gros, moi le mec qui m'a motivé la muscu au début, c'était Ziz parce que j'avais bien aimé son histoire. En mode c'est un ancien geek qui a vendu ses comptes pour se lancer dans la muscu. Bah c'est exactement moi. Un ancien geek qui a perdu du poids, qui a vendu ses comptes, qui s'est mis à la muscu. C'était exactement moi. Et en fait, il a un tatouage de rose sur l'oblique. J'ai fait exactement le même. Ok. Donc j'ai exactement le même sur ça. Et le tatouage, j'ai commencé à les faire quand j'ai commencé à avoir un peu d'argent, donc après ma professionnalisation d'attaché commercial, quand je suis parti à Tours. Donc après cette période de débauche, on va dire. D'accord. Parce que du coup, je me suis mis, ça a duré 1 an, un peu plus. Et en fait, dans cette période de débauche-là, j'ai rencontré une femme qui s'appelait Flora. Et cette femme-là, je suis resté en couple avec elle un peu plus de 4 ans, quasiment 5 ans, je pense. Donc après. Ok. Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai eu autant de partenaires par la suite? C'est parce qu'en fait, cette fille-là était très ouverte sexuellement et du coup me proposait des filles. Et quand moi je lui proposais des filles, elle acceptait aussi. Et du coup, on a vu beaucoup de personnes pendant ces années. Donc en fait, mon body count a continué à monter pendant la relation avec Flora. Ok. Et quand tu dis qu'elle a été ouverte, c'est dans quel sens? C'était juste des amis à elle qui étaient open pour faire des plans à plusieurs? Ça nous arrive. Ouais, voilà, il y avait Ou elle cherchait carrément sur les apps pour faire venir des meufs ou des mecs. On avait un compte Tinder en couple. Donc du coup, on avait accès à des femmes. C'était principalement des femmes. On avait essayé quelques fois de faire venir des mecs, mais en fait, les mecs, ils ont peur. Je pense qu'il y a le côté compétition vu qu'il y a un autre mec. Et du coup, 100% des mecs, ils ont refusé.
Par contre, enfin, ils disaient oui quand ils étaient excités, et puis après, tu connais hein, le post-nut clarity, et ça met une pression énorme. Hein. Ouais. Donc du coup, ils ont arrêté. Et moi, à cette époque-là, c'est pas quelque chose qui m'aurait dérangé. Donc en vrai, je m'en serais foutu qu'il y ait un mec qui soit avec moi en train de de faire avec Flora. Et mais en fait, c'était que des femmes, que des femmes, que des femmes, que des femmes. Donc du coup, c'était moi quand j'étais à la fac de psycho à cette époque-là. Donc, à la fac de psycho, bah quand t'es un peu plus âgé, parce que j'avais 21 ans, je commençais à avoir des tatouages du coup. Donc bah tu t'es avec des enfants quoi. T'es avec des gens qui ont 18 ans et qui sont très jeunes, etc. Donc du coup, t'as accès aux femmes très facilement. Même si elles sont féministes et que du coup t'es le mec à abattre parce que t'es complètement à l'opposé de ce qu'elles disent vouloir, au final elles sont attirées par toi. Donc t'as accès à beaucoup de femmes. Quand ta copine, elle était très belle Flora, donc du coup elle avait accès aussi à beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes étaient en mode waouh elle est magnifique. Donc en fait c'était très facile. On en rencontrait dans la rue, on en rencontrait dans la salle de sport, on en rencontrait sur Tinder. Il y en avait, c'était de nos amis. Et comment t'expliques ce succès même par rapport à toi? Parce qu'en général, quand on sort d'une longue période où on a eu 0 succès, parce que tu disais que ton game était pourri, du coup, comment t'es arrivé à attirer les filles à l'appel comme ça? Parce que moi je te le dis, tous ceux qui vont nous écouter là, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ce mec? Enfin, tu vois, comment c'est possible, tu vois? Et ben, quel a été le... Et là, je vais te donner quelques noms. En fait, quand j'ai commencé la salle, j'ai rencontré un mec qui s'appelait Surier, qui est devenu mon meilleur pote, qui lui était un mec qui était un peu plus âgé que moi, il avait 50 plus que moi. Et en fait, lui, il connaissait, donc tu dois connaître, Opéra. Ça te parle pas? C'est un gars, non? C'est un gars qui était coach en séduction à l'époque. Oui, je connais. Ouais. Je connais de nom, je le connais pas du tout personnellement. Il y avait Adam et Opéra, non? Et ben Adam et Opéra, voilà exactement. Il y avait Nils, ça tu dois connaître par contre, avec l'auteur du livre The Game. Ah ouais. Okay. Donc du coup, il y avait ces gars-là. Et en fait, ce mec-là était très porté dans la séduction. Et en fait, il m'a introduit à ça. Et en fait, à cette époque-là, j'avais c'était surtout entre ma première copine et ma deuxième copine, j'avais un peu une haine envers les femmes, tu vois. En mode, vas-y, vous m'avez fait des saloperies et tout. Et du coup, j'étais vraiment passé en mode connard. J'étais devenu le connard originel, tu vois. Et en fait, en étant et le connard et en ayant conscience de beaucoup de dynamiques psychologiques des relations hommes-femmes et en comprenant de plus en plus comment la psyché féminine fonctionnait et comment la séduction fonctionnait, plus le fait que j'avais développé mon physique, c'est devenu hyper facile. J'avais quasiment plus rien à faire. Il y a une époque où je faisais claquement de doigts et j'avais quasiment qui je voulais. Et tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Ouais, comment dire? Déjà, en fait, il y avait un moment où je leur laissais même plus le choix. C'est-à-dire que je venais, c'était en mode vas-y, je suis à Plume ce soir. Plume, c'est un endroit à Tours. Je suis à Tours ce soir. Rejoins-moi à telle heure. Alors qu'à une époque, c'était vas-y, ça te dit, on va boire un verre. Mais ça, c'est des filles d'application alors? Non, à cette époque-là, j'abordais tout le monde. À cette époque-là, j'avais plus aucune peur. Dès qu'il y avait une femme qui me plaisait, voilà, c'est ça en fait. C'est que, en fait, il y a une époque, jusqu'à ce que je me fasse humbled, on va dire, je sais pas comment on pourrait dire, que je me fasse calmer par la vie. J'ai eu un ego surdimensionné pendant quelques temps. Et en fait, à tel point que je considérais que tous mes pairs étaient inférieurs à moi, y compris les femmes. Okay. Donc du coup, j'étais en mode, ils sont inférieurs à moi, si je vais les voir, ils ont de la chance que je vienne les voir. Ils ont de la chance que je leur accorde de l'attention. Et en fait, j'avais cette mentalité de ouf. Et en fait, j'allais voir les femmes comme ça. Et j'allais voir une femme en mode, vas-y, je viens te parler, pourquoi tu refuserais alors que je te fais l'offre de ta vie, quoi. Tu vois, c'était vraiment, avec le recul, quand j'ai fait mon introspection, je me suis dit, putain, gros, c'était violent, quoi. Mais en fait, oui, j'allais aborder toutes les femmes et en fait, je réfléchissais même pas à une phrase que je voulais dire. C'est-à-dire que ce qui faisait que je repérais cette femme-là, c'était ma raison pour laquelle j'allais l'approcher. Si je la repérais à cause de une robe, je lui parlais de sa robe. Si je la repérais à cause de sa coiffure, je parlais de sa coiffure. Si je la voyais à cause d'un truc que je trouvais un peu marrant, ridicule, mais qu'elle était belle, je l'abordais sur ça. Si j'avais juste faim et que j'avais envie de ken, je l'abordais juste pour ça. Ça m'est déjà arrivé d'aborder des femmes en mode j'ai plus d'exemples en tête, mais vraiment c'était très sexuel dès le début. C'était même pas de la sexualisation discrète. C'était direct, c'était cash et tout. Et en fait, quand j'y repense, je me suis pas pris beaucoup de vent. J'ai pas pris beaucoup de vent. Donc après que tu verras, quand tu mettras les photos, tu comprendras aussi pourquoi je me suis sans doute pas pris beaucoup de vent. C'est qu'il y a vraiment eu une certaine évolution. Et comme je te dis, 20, 21, 22 ans, j'étais vraiment jusqu'à mes 24 ans, en fait, jusqu'avant le Covid, j'étais vraiment au-dessus de la grande majorité des hommes par rapport aux femmes, à mon avis. Tu vois. Déjà, les réseaux étaient beaucoup moins développés, il y avait pas TikTok, etc. Il y avait pas tous les hicks, tous les critères qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc du coup, c'était vraiment extrêmement facile. Je vois aujourd'hui, c'est plus difficile. J'ai toujours des facilités, mais c'est plus difficile qu'à une certaine époque. Ok.
Donc, voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Ah ouais. Donc, est-ce que tu veux que je reprenne quelque part parce que j'ai oublié le fil du coup? Ouais, non, mais du coup, ok, donc t'as été avec Flora pendant 5 ans. Ouais, un peu moins, ouais. En fait, 4 ans, mais je suis resté, on a continué à se côtoyer après pendant quasiment une année. Ok. Et ensuite, il s'est passé quoi? Ensuite, il s'est passé à ce que notre relation ne lui convenait plus. C'est-à-dire que elle voulait voir d'autres personnes. Donc moi, ça me dérangeait pas, mais en fait, on s'était donné des règles. C'est-à-dire, on s'était dit, pas les amis de l'autre, pas sur le lieu de travail, pas en cours pour elle, parce qu'elle était encore en cours. On revoit pas la personne, et si et pas pendant une soirée si on est tous les deux présents, sauf si tous les deux on est d'accord. En gros, c'était les règles. Okay. Et en fait, ce qu'elle voulait, c'était enfreindre les règles. C'était plus aller voir d'autres gens. En fait, ce qui la stimulait, d'après moi, c'était enfreindre les règles. C'était ce côté j'ai pas de limite. Tu vois, c'est au moment où le discours féministe, c'était au moment de MeToo. Donc ça, c'est vachement oui, les hommes oppresseurs, les femmes doivent se libérer, etc. Et elle a été vachement influencée par ça, je pense. Okay. Et ça lui a beaucoup parlé. Et ça s'est terminé comme ça. Ça s'est terminé comme ça. Donc moi, j'étais toujours très très amoureuse. Ça fait pas très longtemps que j'ai réussi à me détacher. Ça fait 1 an seulement que j'ai réussi à me détacher. C'était il y a combien de temps? Je suis célibataire depuis 2 ans. Là. Ah ouais, ok, donc c'était récent. Ouais, ça a mis... célibataire. En fait, je suis célibataire depuis 2 ans et demi. Mais moi, je me considère célibataire depuis 2 ans vu que j'ai continué à la voir après et que en fait, j'étais encore très très amoureux. Okay. Et en fait, il y a à la soirée d'anniversaire de mon meilleur pote, elle a été invitée, cette fille-là. Parce qu'il m'a demandé, il me fait, tu veux que j'invite Flora? Je fais, oui, vas-y, invite-la. Parce que moi, j'avais pas de soucis. Il la connaissait aussi, parce que, vu que 5 ans avec elle, on avait fait des bowling, des vacances, etc. Et en fait, cette fille-là, je l'ai vu qu'elle se rapprochait d'un mec pendant cette soirée. Et je lui ai dit, je vais les voir, je fais, Maxime, Flora, je vois que vous vous rapprochez. Échangez vos numéros, voyez-vous après, mais faites rien cette soirée-là, ça va me saouler. Ok. Je monte à l'étage, on était dans le jardin, je monte à l'étage de 5 minutes pour aller voir mon pote. J'oublie mon téléphone, du coup je redescends. Au moment où je redescends, je les vois en train de s'embrasser. Et du coup j'arrive, je fais ça va le respect. Et je fais ça, vous manquez pas trop de respect et tout. Le gars il me regarde dans les yeux, il fait ouais ça va. Du coup je lui ai foncé dessus, je l'ai mis KO. Ouais. Ah bah oui, avec entre l'alcool, l'énervement et tout, bah je me suis pas contrôlé. Et du coup je lui ai foncé dessus, je l'ai attaqué, je le mets au sol. Et puis du coup Flora se prend une gifle dans la foulée en mode vas-y toi aussi qu'est-ce que tu fais, parce qu'elle me fait ah mais arrête, je te dois rien et tout. Et du coup je lui fous dans le truc, elle se prend une gifle. Et je vais chercher mon pote, je vais chercher FX, mon meilleur pote, je lui dis mec je crois que j'ai fait une connerie. J'ai frappé Maxime. Il fait attends comment ça? Je fais viens voir. On descend, Maxime il reprend ses esprits et il fait ouais t'as de la chance que je rentre pas les coups. Enfin bref il me provoque, t'as FX qui se met entre nous deux. Il essaie de calmer le truc et en fait l'autre est en train de me provoquer derrière et Fix lui dit bah arrête, et si tu continues à le provoquer je le lâche, je vous laisse régler vos trucs et tout. Bon, ça s'est fini comme ça. On va se balader avec mon pote, on en parle, ouais mec vas-y je me sens pas bien, t'as vu ce que Flora elle a fait, nanani, bref on parle, on fait un petit tour de la ville pendant 20 minutes, 30 minutes, on revient, elle est en train d'embrasser un autre mec. Elle est en train d'embrasser un autre mec. Le gars chez qui elle fait ce qu'elle veut. Ouais. C'est voilà. Exactement la définition, quoi. Et du coup, bah là, j'ai pété un câble. Du coup, je la plaque contre le mur, je l'engueule et je me casse. Et à partir de ce moment-là, ça a été la fin complètement. J'ai coupé les ponts et plus jamais. Je l'ai recroisé, etc. Mais ça a été vraiment la fin. Et après, j'ai mis du temps. J'ai mis 1 an, quasiment 1 an après ça, à me détacher complètement. Okay. Mais ça a été voilà ce qui s'est passé en fait. Voilà pourquoi ça s'est terminé. Et ça après j'ai mis 1 an à me détacher, et pendant cette année-là bah j'ai réenchaîné, j'ai réenchaîné, j'ai vu plein de femmes, vraiment à cette époque je me suis c'était avant la mode des agences OnlyFans, j'avais ouvert une agence OnlyFans, enfin à l'époque c'était Ventaculotte, je faisais ça sur Ventaculotte principalement et sur Mime. Les meufs avec qui je couchais, je leur proposais de faire du porno et puis je prenais de la thune comme ça, donc je mêlais l'utile à l'agréable, j'ai fait pas mal d'argent comme ça, et puis j'en ai vu plein et puis du coup je me suis développé professionnellement à cette époque-là parce que comme fallait que je l'oublie, je me suis concentré dans le travail et me suis développé physiquement, je me suis tatoué encore plus de trucs. Aussi je me suis mis au boulot, enfin vraiment j'ai pour oublier, je me suis concentré sur tout sauf sur l'affection. Et comment t'arrives à gérer autant de filles dans le sens où c'est on est d'accord, c'est quand même logistiquement énergivore.
Maintenant, je peux plus. Ouais, comme parce que enfin moi je le vois. Enfin quand tu commences à te caser des dates, etc., ça devient un enfer. Et Alors, il y a une époque où j'ai été entre mes deux relations, j'avais une logistique de zinzin. C'est-à-dire que j'avais un agenda exprès. ok. Je mettais vraiment les dates, machin, etc., les heures, enfin, c'était une organisation vraiment comme si c'était un taf. Il faut savoir un truc, c'est que quand j'ai commencé, quand j'ai glow up et après ma première relation, je me suis dopé, j'ai pris de la testostérone. Et c'est aussi pour ça que je me suis beaucoup développé. Et en fait, quel âge à 21 ans. Oh, tôt. Très tôt, j'ai fait 6 mois. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix? Parce que c'est quand même un choix. Je voulais faire de la compétition et dans ma tête, ma logique, c'était en mode, je prenais testo et Climbu pour ceux qui connaissent. Ouais. Et en gros, du coup, j'étais en mode, je m'en fous de vivre que 40 ans si je les vis intensément. En gros, c'était ma philosophie à cette époque-là. Je m'en fous de vivre 40 ans si j'en ai profité à 200% plutôt que de vivre 80 ans à vivre à moitié, tu vois. En gros, c'était ma mentalité du moment. Donc, du coup, je me suis dit, vas-y, je me dope, je fais une compétition et je surpasse tout le monde dans ma catégorie. Parce que comme ce que je t'ai dit au début, moi, quand je suis concentré sur une tâche, j'aime être le meilleur dans ma tâche. J'aime développer mon truc et me considérer comme le meilleur. T'as des photos de quand t'étais dopé? Ouais, carrément, ouais. Je t'enverrai ça. Ouais. Et c'était quelle catégorie? J'ai pas fait la compétition du coup parce que j'ai fait une très mauvaise réaction à la fin de la cure, genre quelque chose comme 3 semaines avant la compète. Donc au moment de la balance sodium-potassium, j'ai dû arrêter. Mais par contre, j'étais en catégorie moins de, je crois que c'était premier pas des Alpes, je crois que c'était moins de 72, je me rappelle plus. Moins de 72, je crois que c'était la catégorie. C'était un premier pas aux Alpes. Mais du coup, il n'y a pas les catégories classiques, tout ça. Si, en fait, quand tu fais un premier pas, je sais pas si c'est encore comme ça en fait. C'était le truc, c'était quoi? C'était la IFBB? Oh, je me rappelle plus. En gros, la fédé où j'allais, il y avait une compétition aux Alpes, et en gros, t'avais un premier pas, et le coach que j'avais, il m'avait inscrit, je crois que c'était moins de 72 ou moins de 74 kilos, quelque chose comme ça. Tu l'avais trouvé comment, ton coach, à la salle? Ouais, c'était un mec de la salle. En gros, moi, j'ai été coaché par David Costa quand j'ai commencé, 6 mois. Après, j'ai enchaîné avec Rudy Koya, 6 mois. Après, je me suis entraîné tout seul. Et quand j'ai commencé à me doper, en fait, j'ai demandé à un mec qui faisait un peu de chimie, etc., de me suivre. Donc, un gars de la salle de sport directement, qui s'appelait Aurélien. Je suis resté avec lui 1 an. Et puis, j'ai très bien progressé d'ailleurs. Et voilà. Donc ça a été un testo. Et en fait, la testo, c'est... tu te sens un surhomme. J'avais pas pris une énorme dose, mais en fait, j'avais l'impression que si je fonçais dans un mur, j'allais l'éclater, tu vois. Genre, tu sais combien de doses tu prenais ou pas? C'était quoi, du Sustanon 3,5 que tu prenais, ou c'était, tu sais ou tu sais pas? Je sais pas. C'est Aurélien qui me donnait tout, et je t'avoue que je lui faisais entièrement confiance. Et au niveau de la dose, oh putain, j'ai un doute. Je dois encore avoir les papiers de cure. Au pire, je t'enverrai si tu veux les rajouter. Je t'enverrai si je les ai. Ouais, non, c'est par curiosité. Ah ouais, bah je crois que c'était. Enfin, franchement, je saurais. Je préfère pas te dire de conneries. Si tu veux, je te l'enverrai à toi pour que tu vois. Ça marche. Ouais. Mais en gros, ouais, la testo, du coup, libido de zinzin, énergie de zinzin. La question, ouais, c'est ça. Et confiance de fou, non? Confiance de malade. Je te dis, j'avais l'impression d'être un surhomme. J'avais l'impression que si je fonçais dans un mur, je l'éclatais. Tu me faisais une mauvaise blague que je comprenais pas, je te regardais, j'avais envie de t'éclater. C'était trop chiant. En fait, c'était à la fois chiant parce que du coup, t'étais toujours agressif, mais en même temps, tellement bon parce que t'étais fort, t'étais confiant, t'avais de l'énergie tout le temps. À cette époque-là, j'étais debout, je te dis, 18 heures par jour de productivité, tu vois. Que ce soit business, bon, à cette époque-là, j'étais encore salarié, donc je développais mes trucs à côté, mais business, salarié, avec les femmes, machin, à la salle, partout. Et du coup, bah, au niveau énergie et logistique du corps, j'avais aucun problème à tenir le rythme de 1 voire 2 femmes par jour parce que bah je bandais tout le temps en fait. Je bandais tout le temps et j'avais toujours faim. Et même encore maintenant, je pense que j'ai des restes, c'est-à-dire que je pense que maintenant ma barrière naturelle elle a été un peu passée et que depuis j'ai ma libido qui a jamais trop descendu, c'est-à-dire que là en plus il commence à faire chaud avec l'été, etc. Bah tu connais hein, les hormones, ça commence à arriver. Mais en fait toute l'année je vais avoir des périodes comme ça où par mois je vais avoir peut-être 3 semaines où je vais avoir tout le temps envie et où je peux vraiment enchaîner et en fait je dirais c'est devenu presque une addiction. Tu vois, genre là, en fait, j'ai essayé de réduire ces derniers mois parce que je me suis rendu compte que c'était une addiction, c'est-à-dire que jusqu'à l'acte en lui-même, je kiffais. Tout ce qui était l'acte de séduction, des préliminaires, etc. Tout ça, ça allait. Et après, dès qu'on parlait de pénétration, d'acte en lui-même, je voyais plus ça comme une performance. Mon idée, c'était de passer pour le mec performant, donc de vraiment de lui faire passer sa meilleure soirée, l'éclater comme il y a qui dirait, etc. Tu vois. Et comme j'ai des pratiques assez agressives. Bah en fait t'as beaucoup de femmes qui se plaignent que les mecs sont pas assez agressifs avec elles, qui vont pas oser être trop violents, etc.
Et ce qui fait qu'elle se retrouvait vachement avec moi, c'est que moi j'osais. Et le truc, non seulement j'osais, mais en plus j'étais safe à ce niveau-là. C'est-à-dire que je pouvais écouter, je regardais, je voyais les signaux. Ouais, voilà. Et puis surtout, tu vois, quand on parle de strangulation ou de gifle ou des choses comme ça peut devenir très vite borderline, voire même trop, et ça peut même devenir dangereux. Et en fait, le truc, c'est que tu les sécurises parce que t'as l'habitude. Donc tu vois tous les signaux qu'il faut voir, que tu fais attention vraiment. Et en fait, ça a pu s'enchaîner. Et logistiquement parlant, c'est très rare que j'ai une panne. Ça m'est déjà arrivé, tu vois, d'avoir une panne, machin quoi, mais c'est très rare. Et je pense que c'est dû à la testo que j'ai pu prendre à une époque et au sport en fait maintenant, parce que comme je te dis, je suis assez lourd pour ma taille et je fais beaucoup de sport et je pense que ça joue beaucoup. Et t'as pris de la testo combien de temps pour ta prépa? 6 mois. 6 mois. 6 mois. Et depuis, t'as plus jamais retenté? J'ai fait des peptides pendant une période, je sais pas si tu vois ce que c'est. Pas vraiment. Enfin, oui, non. C'est des chaînes d'acides aminés, en gros, que tu t'injectes en sous-cutané, qui vont être il y en a qui appellent ça des safe dopants. C'est pas vraiment de l'anabolisant, mais c'est un truc qui va stimuler ton corps. Et du coup, j'avais pris du CJC 1295 Nodac, qui est en gros un dérivé, pas un dérivé, mais qui a les mêmes effets sur le papier que du clenbuterol, en beaucoup moins puissant évidemment. Ouais. Et du GHRP 6 de mémoire, ça s'appelle. C'est un truc qui te t'ouvre l'appétit et du coup t'es toujours en flette anabolique, t'as toujours envie de bouffer et t'as l'impression de toujours être congestionné. Et ça c'est des cures sur le long temps, c'est des cures sur 1 an et demi, machin, etc., qui sont pas très fortes, mais sur le long terme ça fait quelque chose. Et puis j'ai repris il y a 2-3 ans un peu de climbu avant l'été, avant des vacances que j'ai passées à Barcelone avec des potes. Okay. Pour être parfait sur la plage. Ok. Mais sinon j'avais rien repris d'hormonal. Ok. Et, tout au long de ton parcours, parce que j'ai envie de te poser la question, évidemment, tu fais 1m71, donc t'es pas le mec le plus grand sur Terre. Y a plein de personnes qui disent que 1m71 c'est un problème. Ouais, voilà, exact. Qu'est-ce que t'as à dire par rapport à ça? Parce que toi, apparemment, t'as l'air de performer quand même. Comment t'as vécu peut-être ce déficit en taille et comment t'as réussi à le surpasser et puis pour avoir les résultats que t'as eu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses qui a fait la diff? En fait, ça a été un gros complexe pendant longtemps. Et en fait, déjà, pour plusieurs choses. C'est-à-dire que, non seulement je suis petit en taille, mais par exemple, j'ai des petites mains. Tu connais ce qu'on dit sur les petites mains. Donc, du coup, ça a été un complexe aussi parce que quand on me faisait la réflexion, t'as des petites mains, j'étais en mode, faut que je lui prouve que non, c'est pas une petite bite, c'est tout, tu vois. Du coup, j'ai été très longtemps complexé par ma taille, la taille de mes mains. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu mon boost d'ego, là, vraiment énorme, je suis monté très très haut et à un moment je me suis fait calmer par la vie, je me suis pris j'ai tout perdu. À un moment j'ai perdu tous mes business, je me suis fait virer, j'ai eu des problèmes de corps, enfin physiquement, etc. Et en fait ça m'a remis toute la vie, tout en question. Et du coup je me suis vraiment, c'était à 25 ans, donc tu vois c'était pas très longtemps, c'était à 3 ans. J'ai fait une introspection et j'ai changé complètement ma façon de voir les choses. Je me suis commencé à me développer, j'ai commencé moi à cette époque-là il y avait le stoïcisme qui me parlait beaucoup, il y avait la maïeutique qui m'a attiré. Donc du coup, je me suis concentré sur ça. La maïeutique. Je connais pas, c'est quoi? La maïeutique, c'est la façon de parler de Socrate, c'est-à-dire poser des questions pour amener les gens à réfléchir sur leurs propres croyances et plutôt qu'essayer de convaincre une personne avec des faits, essayer de lui faire venir l'idée par les questions. Ce que je fais dans mes micro-trottoirs, c'est à regarder, tu vois. Ok. Voilà. Et donc du coup, toute cette introspection a fait que j'ai pris énormément confiance en moi, mais pas de la même confiance en moi que j'avais quand j'avais un ego surdimensionné. Quand j'avais un ego surdimensionné, c'était je suis le meilleur, je suis plus fort, je suis plus beau, je suis plus intelligent. Et après ça, c'était je suis meilleur que avant, je suis plus posé qu'il y a une certaine période, je réfléchis, je comprends beaucoup plus de choses, je comprends comment fonctionne le cerveau des hommes, je comprends comment fonctionne le cerveau des femmes, je comprends certaines dynamiques sociales. Je comprends les règles du jeu, comme j'aime bien appeler, du monde moderne. Du coup, avec ça, j'ai les armes pour avancer. Et en fait, cette confiance en moi, elle est complètement différente, du coup. Et je pense, honnêtement, et en fait, on m'a déjà fait la réflexion, c'est-à-dire que quand on me voit, on me donne pas 1m71. Souvent, les gens me disent, tu fais quoi, 1m75, machin, etc. Et quand je leur dis que je fais non, je fais 1m71. Ah bon, tu fais plus. Et en fait, je suis persuadé que la confiance en moi que j'ai, l'image que je renvoie, ma posture fait que je donne l'impression d'être plus grand. Je pense que tu vois, quand tu as une certaine confiance en toi, tu donnes l'impression d'être plus grand. Tu as l'impression d'être plus fort, machin, etc. Ouais. Et je pense que ça joue sur ça. Et c'est pas rare que je date des femmes de plus d'1m80. Typiquement, j'ai eu une mannequin ukrainienne il y a pas très longtemps qui faisait 1m88 sans talons.
Aucun problème pour la date en public, pour la voir, machin, etc. Pour l'avoir dans l'intimité, aucun problème. Des femmes depuis 1m80, jamais eu de souci. Et je peux comprendre que ce côté de taille de 1m71, ce soit un frein pour beaucoup parce que c'est un critère. Chez les femmes, c'est indéniable. Je me suis déjà fait recaler pour ma taille. Ce serait mentir que de dire que ça a jamais été le cas. Ça a déjà été le cas. Mais j'ai aussi beaucoup de fois affronté le cas de figure où la meuf, elle cherchait beaucoup des mecs d'1m80 plus, etc. Et au final, ça s'est fait. Je pense qu'en fait, la taille, c'est surtout une problématique quand tu restes sur les applications de rencontre. Dans le sens où si t'es sur l'application de rencontre, elle te demande ta taille, 1m71, ça lui convient pas, t'es next. Ouais. Mais en fait, quand tu la vois en vrai, quand tu rencontres la personne en vrai, t'as autre chose qui se passe. C'est-à-dire que ta tchatch, elle va rentrer en compte. Ton énergie que tu vas dégager, elle va rentrer en compte. Comme je te dis, je parais plus grand parce que j'ai confiance en moi. L'expérience que tu fais vivre à la personne en face de toi est complètement différente que sur un message ou sur une application de rencontre où tu fais tes courses. Et du coup, c'est quelque chose, je peux comprendre, mais c'est vraiment pas quelque chose de décisif dans le sens où si tu te développes sur tous tes autres aspects, si tu développes sur ton côté, il y a souvent des mecs qui vont parler du côté financier parce que on me dit un homme de haute valeur, c'est un homme qui a de la thune et qui réussit et tout. Je vais même pas parler de ça. Si tu te développes sur le côté ton éloquence, le rythme de laquelle tu parles, si tu arrives à utiliser le canal de communication des femmes, parce que même si on parle la même langue, on parle pas vraiment le même langage. Donc si tu utilises le même langage qu'elles, que tu arrives à jouer sur leurs émotions, à leur faire vivre une expérience, plus que à vouloir rationaliser une conversation avec elles, tu crées un attachement, tu crées une expérience qui fait qu'elle a envie de te revoir, même peu importe ta taille, ou alors il y a une excitation qui fait qu'il se passe quelque chose, peu importe ta taille, peu importe, je dirais, ton physique, entre guillemets, même si avoir un beau physique, ça aide à la première approche. Si t'as tout qui est développé, t'auras quand même beaucoup plus accès aux femmes qu'un mec de 1m85, où son seul point fort, c'est qu'il fait 1m85. Mais tu sais que c'est marrant parce que là récemment il y a une personne qui nous a appelé. Elle est encore jeune, hein, le gars a 22 ans et le mec fait 1m90. Je suis allé voir son Instagram, il est plutôt mignon. Et en fait le mec n'a jamais couché avec une fille et il a 0 succès. Oui, mais ça m'étonne pas parce que ils sont comment dire, ils sont juste grands. En fait, si t'es juste grand, juste beau, ça marche. En fait, ça marche au premier abord. C'est-à-dire que c'est plus facile pour toi d'aborder. T'as déjà plus de chances d'aborder. C'est-à-dire que si t'es moche, tu vas aborder 10 femmes, t'en as peut-être 8 qui vont te dire « Ah, j'ai pas le temps ». Mais en fait, si t'es beau, t'en as peut-être 2 seulement qui vont te dire ça. Mais le truc, c'est que si t'es moche, les 2 mais que t'as tout développé à côté, les 2 à qui t'as parlé, t'auras peut-être 50% de chance dessus, une des 2 que ça va concrétiser. Alors que si t'es juste grand, t'en as 8 qui s'arrêtent, mais que t'es naze après, t'en as 0 qui vont s'arrêter. Ou alors une seule. Mais au final, t'es qu'à 20% par rapport au mec qui est plus petit. Ouais. Et moi, ce que j'aime bien dire, j'en parle à mes potes, etc. Parce que moi, je suis pas coach en séduction, mais c'est vrai que j'ai quand même un peu d'expérience, donc mes potes, ils me demandent souvent des conseils. Et en fait, j'aime bien leur dire, moi, les femmes que je rencontre, je les considère, que c'est comme ma petite sœur. Alors c'est un peu glauque de dire comme ça, mais en fait, c'est parce que est-ce que en fait, friendly, mais surtout en mode ma petite sœur, je vais pas forcément lui parler de crypto, je vais pas forcément lui parler de business, machin, etc. Non, j'ai envie de l'embêter, tu vois. J'ai envie de l'attaquer, j'ai pas envie de la prendre au sérieux, etc. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'avec cet état d'esprit-là, d'appliquer cette façon de penser pendant mes dates, ça crée des grosses émotions. Tu vois, j'ai pas envie de leur dire moi, tu vois, mes chiffres en ce moment, j'ai développé mon business, je fais ça, etc. Non, je m'en fous, tu vois, c'est pas ce que j'ai envie de leur parler. De toute façon, ça les intéresse pas, tu vois, à part des michtos, ça va pas les intéresser, donc je m'en fous. Ce que je veux, c'est leur faire vivre des choses que d'autres mecs leur font pas vivre, et comme les mecs n'arrivent pas à avoir cette intelligence émotionnelle pour la plupart, n'arrivent pas à créer des émotions, quand tu arrives à faire vivre des émotions à une personne, tu passes au-dessus de tout le monde, parce que on te remémore à un événement, à une chose qui s'est passée, à un élément. C'est pas rare que, par exemple, tu vois, là, par exemple, j'ai bouffé une pizza avec une fille il y a pas très longtemps, et on a passé un très bon moment. À chaque fois qu'elle mange une pizza maintenant, elle m'envoie une photo de la pizza, tu vois. Je suis assimilé à la pizza. donc ça me fait marrer, tu vois. Ok. Par rapport, pour revenir à l'image, tu sais, que les personnes ont une perception de toi un peu plus grande que ce que t'es, est-ce que tu penses que les tatouages, ça joue un rôle là-dedans, dans cette perception? Ouais, complètement. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des tatouages. Les tatouages, ça a été un grand changement pour plusieurs raisons. Mais pour répondre à ta question, ça change, mais pas autant qu'on pourrait le croire. C'est-à-dire que ça va attirer un certain type de femmes parce que c'est assimilé au bad boy et que c'est à la mode. C'est-à-dire que quand le nombre de femmes qui m'accostent sur les réseaux, par exemple, en mode « Ah, stylé tes tatouages », je pourrais t'envoyer des conversations. J'ai un dossier sur mon ordi, là, je suis en train de regarder, ça s'appelle Conv SMS, qui sont des screens
de conversations Tinder, de conversations Instagram de femmes qui me parlent que des tatouages. Donc ouais, c'est sûr que ça renvoie quelque chose. Je suis pas sûr par contre que ça me permette de paraître plus grand, plus fort. Je pense que ça va dépendre. En fait, il y a beaucoup de gens ça va dépendre de la génération. Il y a beaucoup de gens, je vois, qui ont plus de 50 ans, qui trouvent ça ridicule. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça ridicule et qui trouvent ça bête et qui je perds de la valeur à leurs yeux. Dans notre génération, je trouve que ça fait prendre de la valeur et en fait, ça prend de la valeur pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que t'es unique. Il y a peu de gens qui sont autant tatoués que moi. Il y a beaucoup de gens qui sont tatoués, mais il y a peu de gens qui sont autant tatoués que moi. Et la deuxième chose, c'est que ça découle quand même enfin, quand on sait le prix d'un tatouage, on sait quand même que tu es assez tranquille, je dirais, niveau financier. Donc en fait, je pense que ça renvoie une image aussi de voilà le mec. Bon, il est peut-être instable dans sa tête vu le nombre de tatouages qu'il s'est fait, mais en tout cas dans son portefeuille, il est stable, tu vois. Donc je pense que ça joue. Ça t'a coûté combien? Oh, je dois avoir pas loin de 30 000 là sur le corps. 30 000. Bah, tu comptes, ouais, 3 500 par jambe, 2 000 par bras. Ah, mais t'as les jambes aussi? Ah, j'ai tout le corps, ouais, j'ai tout le corps. Ah, ok, je savais pas. Ouais, j'ai tout le corps. Ok. Et c'est le même tatoueur ou c'est des tatoueurs différents? Non, je vais leur faire leur petite pub. Non, j'ai le cou qui est Tanguy à Tours. Les bras, c'est Wolf Tattoo à Orléans. Les jambes, c'est Chair à Canon à Tours. Et le dos, c'est Mémoire d'encre à Orléans. Et puis les pecs, c'est Split Tattoo à Tours. Ok. Parce que tu sais, j'avais lu des études, parce que je m'étais un peu renseigné, parce que tu sais, on vit à Bali, et à Bali, si tu veux, toi, là, tu disais que t'es unique en France, à Bali, t'es un random, ouais. Ouais, mais à Bali, ils ont de l'argent, ils peuvent se tatouer autant. Ouais, oui, peut-être, mais ouais, en tout cas, il y a un salon de tatouage tous les 20 mètres, t'as énormément d'Australiens, enfin, t'en as dans tous les sens. Et en fait, j'avais lu une étude qui a démontré apparemment, bon, faudra vérifier, hein, je suis pas reviewer d'études, mais en gros, ça disait que sur les mecs, t'étais perçu beaucoup plus par les filles comme dominant et agressif. C'est sûr. Et donc ça rajoute dans l'aura émotionnelle des filles, tu vois. C'est sûr. Ouais. Franchement, tu vois, de toute façon, à Bali, les mecs tatoués et musclés, mais laisse tomber. Enfin, c'est ça, tu vois. Bah, c'est exactement ça. Là, quand je vais à l'étranger, en France, moins, parce que en France, je sors plus trop, mais je bouge pas mal, et du coup, peu importe où je vais, je fais, j'ai qui je veux. Et en fait, je vois, il y a un regard que je vois beaucoup, qui est un regard du je ne suis pas assez bien. C'est-à-dire que, tu sais, je vois beaucoup de fois des regards de femmes à qui je sais que je plais et tout, mais j'ai l'impression qu'elles ont peur, tu vois. En mode, pas qu'elles ont peur parce que je vais les agresser, mais qu'elles ont peur de pas être au niveau. Et je le sens, en fait, quand je parle à des femmes, pourquoi un mec comme toi, il s'intéresse à moi? Ah, tu dois avoir plein de femmes, machin, etc. Ça, je l'ai toutes les semaines. Toutes les semaines. Donc ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Effectivement, le tatouage fait que, et non seulement ça fait paraître plus agressif et plus dominant, mais en plus de ça, j'ai remarqué que je peux me permettre beaucoup plus de choses. Alors, je sais pas si c'est dû au beauty privilege, au fait que je corresponde à des critères de beauté d'époque ou quoi. Probablement, hein. Ça peut jouer, mais je pense que les tatouages et la carrure me permettent d'avoir des comportements que je ne pourrais pas avoir sans, tu vois. Mais tu sais, on a exactement le même profil, tu dois connaître dans le milieu du fitness, Charlie Penn. Oui, bah, je lui parle, ouais. Ben voilà, et ben ce gars-là, à Bali, c'est exactement le même discours, entre guillemets, et le résultat que toi. C'est, le mec, il est affûté, il est tatoué de partout, il passe pour un terroriste, il plaît vachement à un certain. T'as vu sa copine? T'as vu sa copine, elle est magnifique, ouais, quoi. Elle est mignonne, ouais. Moi, c'est complètement mon style. D'achat, ouais. Ouais, ben, on l'a vu, ouais. Ah ouais. Bah ouais, c'est un mec à qui je parlais quand j'ai commencé la création sur les réseaux, donc oui, je me suis reconnu dans son profil, en fait. Ouais, ben, clairement. Après, bon, lui, il avait moins de succès en France, mais bon, il est assez spécial. Mais à Bali, le mec, il plaît à un nombre de femmes incalculable et des femmes qui sont super bonnes, tu vois. Après, ça m'étonne pas qu'il ait moins de succès en France parce qu'il a une façon de s'exprimer qui est quand même particulière et un physique qui est quand même particulier. Tu vois, il a quand même, bon, déjà, le fait qu'il ait pas de barbe et tout, en Europe, ça plaît quand même beaucoup la barbe. Au-delà de ça, c'est-à-dire que le style vestimentaire, il s'habille vachement en street, etc. Street, ouais. Quand je suis en ville, moi, c'est toujours bottines, chino, polo. Donc en fait, j'ai un style vestimentaire qui est quand même très, tu vois, je sais pas si on voit, ouais, tu vois, derrière, t'as plusieurs ceintures, mais j'ai aussi beaucoup de montres. Je dois avoir une vingtaine de montres qui sont là-dedans. J'ai que des costumes. Je m'habille que en chino. Bon, là, je suis en truc parce que je vais au sport après. Ouais. Mais c'est des polos, du chino, des bracelets, des bagues, des montres, beaucoup d'accessoires.
Donc en fait, il y a un style vestimentaire, c'est qu'en fait, je fais la balance entre le street avec les tatouages, le muscle, etc. Et puis le propre sur soi avec une coiffure, une barbe bien taillée, un style vestimentaire travaillé, etc. Ouais, mais lui, il est très très niché. Ouais. Ça c'est sûr. C'est clair. Bah, j'avais parlé avec lui par rapport à son business il y a quelques années, ce qu'il me demandait comment il pouvait développer et faire un peu plus d'argent. Ouais. Et parce qu'il avait eu des problèmes quand il est parti de Bali. Et du coup, ouais, on avait parlé à ce moment-là. Et oui, tu sens que le mec a du succès, c'est sûr, parce que physiquement, il a quelque chose. Et puis, il a énormément confiance en lui. Et puis, au-delà de ça, hein, il a la preuve sociale sur les réseaux. Le fait d'avoir 50K sur les réseaux, ça aide beaucoup. Quand je vois qu'avec 6K sur Instagram, j'ai déjà des meufs qui viennent juste pour ça. Bon, tu vois le truc, quoi. Ok. Et maintenant, du coup, t'en es où avec les femmes? Alors là maintenant avec les femmes, c'est-à-dire que c'est un peu particulier, c'est-à-dire que je suis dans une dynamique où je suis en train de me développer beaucoup et je suis pas stable actuellement professionnellement, c'est-à-dire que je suis en pleine croissance et du coup je vais de ville en ville en ce moment. Donc j'ai des pieds à terre un petit peu partout, je bouge beaucoup et aujourd'hui je suis prêt à me reposer, c'est-à-dire je suis prêt à retrouver quelqu'un de fixe. Je rencontre plusieurs difficultés. La première difficulté que je rencontre, c'est que je me lasse très vite et je pense que ça c'est dû au fait du nombre de partenaires que j'ai pu avoir. Alors, je suis très très exigeant, c'est-à-dire que j'essaie de regrouper tout le positif que j'ai pu avoir de certaines femmes et en excluant tout le négatif, ce qui fait que du coup en plus de ça, faut qu'elles soient belles à mes yeux. Donc belles à mes yeux, moi j'aime beaucoup les femmes qui sont athlétiques voire musclées. Donc tu réduis déjà beaucoup. Je pense qu'il y a vraiment très peu de profils qui me plaisent, qui correspondent pour du sérieux en tout cas. Il y a ça. La deuxième chose, c'est que mon style de vie fait que c'est difficile de me suivre. La plupart des femmes, elles ont un travail, un salarié, elles sont fixes. Du coup, quand je leur dis, moi je suis 3 jours par mois dans ta ville, je peux essayer d'aller à 5-6 pour te voir, mais c'est compliqué parce que là j'ai un rendez-vous à Toulouse, là j'ai un rendez-vous à Strasbourg, là j'ai un rendez-vous en Andorre, là faut que j'aille en Thaïlande, là machin. Tu passes... Ouais. T'es itinérant, enfin tu bouges beaucoup à cause de ton job. Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça, parce que je suis en train de bouger de France en ce moment, donc en fait, tu vois ça. En fait, si aujourd'hui je trouve une meuf en France, il faut qu'elle soit prête à me suivre. Donc, c'est-à-dire à laisser son travail, à laisser sa famille, c'est compliqué, tu vois. Tu vas aller où, si c'est pas indiscret? Alors là, j'étais sur l'Andorre en ce moment. Le problème, c'est que je rencontre plusieurs petits problèmes sur ça, et du coup, je me dirige plus vers ma première destination, qui était la Thaïlande. Ok. Donc là, je pense que ça va être là. Là, j'essaie juste de fixer quelque chose. Vu que ma chaîne YouTube commence à se développer, avec ma chaîne YouTube avec mon visage commence à se développer, je suis obligé de rester en France un petit peu plus longtemps, le temps qu'elle soit autonome. Parce que vu que pour l'instant, le cœur de mon contenu, c'est des micro-trottoirs et que je parle pas assez bien anglais pour parler de tous les sujets, il faut que je continue à faire de l'avance en France avant de partir. Ok. Donc, voilà. Mais les problématiques, c'est ça, c'est que il faut que ce soit une femme qui ou ne travaille pas, ou soit une créatrice de contenu aussi, et qui soit prête à bouger avec moi, parce que elles se disent ouais, je vais pas le voir beaucoup, ouais mais attends, mais il bouge partout, il va coucher avec tout le monde, ouais, il a eu beaucoup de partenaires, pourquoi est-ce que il se lasserait pas? Et puis même au-delà de ça, si la personne ne convient pas très rapidement, si la personne ne convient pas au bout de quelques dates, je me lasse très vite, tu vois, je me rends compte que j'ai une sorte de burn-out relationnel, tu vois. Ouais, et justement, je voulais te poser la question parce qu'il y a beaucoup de théories qui disent que plus t'as de partenaires, moins plus t'es difficile, moins t'as de capacité à te poser, plus tu vas avoir. J'imagine si t'as accouché avec plus de 400 meufs, t'as développé une forme d'addiction pour tout le process avec les filles. Comment toi, c'est quoi ton opinion par rapport à ça et comment t'arrives à le gérer? Est-ce que tu penses que tu vas réussir à le gérer? Est-ce que tu penses que tu vas vraiment te dire ok, c'est bon. Je me pose et tout le reste, tout ce qui est incroyable, je le mets de côté à tout jamais. C'est quelque chose. Tu penses qu'il y a une fille qui va réussir à te faire ce compromis-là? Ouais, c'est déjà arrivé. En fait, c'est déjà arrivé. C'est-à-dire que depuis que je me suis dit que je peux me poser, j'ai rencontré 2 femmes avec qui je me suis vraiment attaché, avec qui je me projetais. Et en fait, le truc, il s'est passé à quelque chose. Hein. C'est que j'ai beaucoup de succès avec les femmes. Pourquoi? Je pense que c'est parce que je suis très détaché. Je suis très détaché. Le truc, c'est que quand je m'attache à une femme, du coup, j'ai envie d'être gentil avec elle, j'ai envie d'être avec elle, de passer du temps avec elle. Et en fait, je me suis rendu compte que ça les faisait fuir, dans le sens où j'étais sans doute trop vite, trop attaché. Tu vois, quand tu les rencontres, t'es détaché, t'es le mec bad boy qui leur plaît, et puis au bout de 3 semaines, d'un coup, tu deviens un mec un peu trop sympa pour elle, et du coup, je pense qu'il y a une sorte d'incohérence qui fait qu'elle fuit. Donc en fait, moi, je sais que personnellement, je pourrais détacher, je suis prêt, je veux dire, émotionnellement, à être stable avec une personne. Mais pour en revenir à ton idée de, voilà, c'est plus difficile d'être satisfait
avec le nombre de partenaires, etc. Bah, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Et en fait, j'ai fait une vidéo même sur le body count où j'en parle. Okay. C'est que tu développes en fait comment on pourrait dire, des attentes, des espérances irréalistes, parce que t'as eu tellement de partenaires que il y a des choses que tu ne veux plus, il y a des choses que tu veux absolument, et quelquefois c'est des choses incohérentes, et en plus de ça, il faut prendre en considération que il faut que la personne en face de toi accepte ton passé. C'est un discours où on entend beaucoup d'ailleurs en ce moment avec le politiquement correct, où on dit ouais, les hommes c'est des salauds, ils acceptent pas les femmes qui ont trop de partenaires sexuels. Mais en fait, c'est que c'est la faute de la personne qui a beaucoup de partenaires sexuels. T'es responsable de tes actes, et moi je vais jamais reprocher à une femme qui refuse d'être avec moi parce que j'ai eu autant de partenaires sexuels de me dire ouais, je veux pas être avec toi parce que t'as eu beaucoup de partenaires. C'est ma faute, j'avais pas eu à avoir autant de partenaires. Et je pense que une fois que t'as conscience de ça, tu l'abordes d'une différente façon, plutôt que de te dire vas-y, c'est la faute de la société qui considère que le body count c'est important alors que ça veut rien dire sur moi. Bah en fait, il faut admettre que si ça veut dire des choses sur moi, ça veut dire que pendant une période j'ai été très instable, ça veut dire que j'ai peut-être une addiction à ça, ça veut dire que potentiellement aux yeux d'une personne, je vais être moins fiable, je vais être moins je vais avoir moins de valeur, même si les femmes placent pas le body count au même niveau d'importance qu'un homme, je dirais. Et ben ça a quand même son importance. Et puis voilà, c'est dans quelle mesure est-ce que le body count fait que je dirais mariable ou pas, mais c'est pas le terme, tu vois. Est-ce que je suis capable de me poser ou pas, tu vois. Ça, moi, j'ai ma perception. Moi, je sais que, mais je peux pas attendre de la personne en face de moi qu'elle reçoive cette information de la même façon que moi je l'interprète. Donc du coup, ouais, dis-moi. Et toi, toi, tu signes pour une relation monogame et mariage? C'est quelque chose qui te parle, qui te plaît, Monogame, oui. Monogame, oui. Mariage en France, non. Mariage en France avec les lois actuelles, non, c'est sûr. Okay. J'ai trop d'histoires dans mon entourage qui ont fait que j'ai des hommes qui ont tout perdu à cause du mariage, qui pour moi est un contrat que tu signes à perte, et que quand la partie féminine brise le contrat, elle gagne. Donc pour moi c'est un suicide actuellement. Ça avait je serais prêt à me marier avec une femme qui a des valeurs traditionnelles, c'est-à-dire une femme qui va pas forcément travailler, etc., pour la mettre en sécurité si jamais vraiment on décide de rompre. Là, je serais prêt à le faire. Une femme qui se dit indépendante, aucun intérêt pour moi de me marier, tu vois. Aucun intérêt, même si ça veut dire quelque chose pour elle, etc., je prends pas le risque. Par contre, avec dans d'autres pays ou d'autres lois, moi, ça me dérange pas. Le truc, c'est que là, actuellement, c'est le contexte qui favorise les femmes par rapport au mariage et aux relations qui m'empêche de me marier. Et est-ce que tu penses que tu vas privilégier une femme plus tradie, ou tu penses que c'est tout à fait possible avec une fille indépendante, occidentale? Tradie, je pense que je pourrais pas, dans le sens où moi, je suis pas tradie de base. Je suis pas tradie, je peux pas envisager une femme traditionnelle. Disons que j'ai certaines valeurs qui vont être traditionnelles, et j'ai certaines valeurs qui ne s'assimilent pas du tout à la tradition. Tu vois, typiquement le mariage. Donc, est-ce que je peux prétendre à une femme traditionnelle? Je pense que oui, avec mon statut actuellement. Est-ce que c'est ce que je recherche? Je ne pense pas. Je pense que je cherche surtout une personne qui matche avec mes valeurs. Donc évidemment, et il y en a beaucoup qui me trouveront sans doute hypocrite là-dessus, ce sera une femme qui n'a pas eu énormément de partenaires sexuels. Parce que pour moi, ça veut dire quelque chose, justement. Et comme je le disais précédemment, les hommes placent le body count à un niveau d'importance plus important que les femmes le placent. C'est-à-dire que si une femme, elle a 100 partenaires, moi, ça va être rédhibitoire. Si j'ai 400 partenaires, preuve en est que c'est pas rédhibitoire pour toutes les femmes, vu qu'il y en a qui veulent se poser avec moi. Parce que c'est pas la chose qu'elle valorise le plus chez un homme. Donc, honnêtement, je pense que le body count, bon, déjà, t'es même pas obligé de le dire. Et en général, je pense que c'est plus valorisé quand t'es un homme. Parce que les filles, elles se disent, si ce mec a ce body count-là, c'est que, en fait, c'est trop, enfin, c'est une preuve sociale, en fait. C'est présélection. Toutes les meufs qui sont passées, elles vont toutes valider, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, moi, par exemple, j'ai jamais été disqualifié pour cette raison-là, mais jamais de la vie, quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me fasse la remarque, mais j'ai jamais été disqualifié. C'est-à-dire que, en fait, j'ai l'impression que c'est un shit test, tu vois. J'ai l'impression qu'elle teste un peu, genre en mode, comment tu vas te défendre par rapport à ça. Si tu te justifies, je pense que ça te disqualifie. Après, si tu l'assumes et que tu... se justifier. Ouais, c'est ça. Ouais, surtout pas. Mais par exemple, tu vois, le body count chez une femme, même si elle le dit pas, je sais différencier une femme qui a un body count d'un faible body count. Déjà, une femme qui est très à l'aise avec moi ou avec les hommes en général. Bien sûr. Tu sais que, tu vois. Oui, la façon dont elle s'exprime ou. Exactement. Bien sûr. Exactement. Ouais. Donc, ça déjà, ça joue beaucoup. Donc ouais, non, pour répondre à ta question, traditionnelle, pourquoi pas, mais je pense pas, parce que il y aura des choses qui vont m'ennuyer, je pense, chez une traditionnelle. Donc je pense que c'est plutôt les valeurs
de la famille. Moi, j'aimerais bien avoir une famille, élever 1 ou 2 enfants qui soient dans le dépassement de soi, etc. Donc, je recherche vraiment une femme qui soit, en fait, je m'en fous de son taf, je m'en fous de d'où elle vient, je m'en fous de son âge tant qu'elle est fertile, entre guillemets. Mais, c'est vraiment, est-ce qu'on partage les mêmes valeurs et est-ce que elle a réussi à se conserver et à maintenir ses instincts, tu vois. Ok. Ouais, j'ai plein de petites questions qui sont décousues parce qu'en fait, je les note au fur et à mesure. Mais Vas-y. Après, je te laisserai faire le montage, tu feras comme tu veux. Oh non, je laisse comme ça. Ok. Ah, tu me laisses une vidéo d'hier. Bref. Je pense qu'il y aura un peu de montage. Il y a pas mal de répétitions que je t'ai fait. Ouais, bon, on verra. Après, bon, c'est format podcast, donc Oui, c'est pas en faux. vrai. C'est pas faux. Par rapport à tes tatouages, c'est quoi la motivation que tu as sur la motivation pour les avoir faits? Est-ce que c'est parce que tu savais que ça allait plaire aux femmes et te donner une aura supplémentaire, donc tu as développé ça, ou est-ce que c'est vraiment la passion du tatouage et la passion du tatouage et de l'art, quoi, finalement? Première C'est quoi ta raison. motivation? Ouais. Première motivation. Anniversaire des 18 ans. Je voulais faire comme tout le monde. Première motivation. J'ai voulu faire comme tout le monde. Mais Ok. à cette époque-là, faut faire un tatouage pour la signification, tu comprends. Donc du coup, j'ai cherché une signification. Et quand je suis mis à la salle, qui c'est qui m'a mis à la salle? C'est Ziz. Donc Ziz, je me suis tatoué sa rose. Première motivation. Deuxième motivation, c'est un tatouage dans le dos que j'ai, c'est un trompe-l'œil, des ailes qui déchirent le dos. Pourquoi je l'ai fait ici, c'est parce que j'osais pas encore afficher les tatouages, parce que j'étais encore jeune, j'avais 20 ans. Et du coup, à cette époque-là, mais attention, mais comment tu vas trouver un travail avec un tatouage? Et puis quand tu vas vieillir, machin. Donc, tatouage caché. J'ai fait les ailes qui déchirent le dos parce que pour moi, c'était la signification de l'émancipation. En mode, vas-y, je m'en bats les couilles de tout, je vais tout défoncer, et je suis, entre guillemets, la chenille qui sort de son cocon et qui se transforme en papier. En gros, c'était ça. C'est ça. Ensuite, j'ai fait un tatouage sur le pec ici, une petite phrase, un peu à la Ziz qu'a Veni Vidi Vici. Moi, j'ai écrit Epifuxias, qui veut dire sans limite, qui maintenant n'existe plus, qui est complètement recouvert. Mais en fait, ça a été pareil, ça a été un tatouage significatif. Et en fait, j'ai rencontré un tatoueur à cette époque-là, le gars qui a fait mes bras, avec qui j'ai sympathisé, qui m'a appris à tatouer. Et en fait, je me suis dit, vas-y, on va faire un premier tatouage. Donc j'ai fait celui-ci, le tatouage sur l'avant-bras. J'ai vu les gens qui regardaient les tatouages. À cette époque-là, je travaillais dans le commerce. Les gens regardaient mes tatouages, ils me faisaient des compliments dessus. Du coup, j'ai fait trop bien. Et du coup, on va faire l'autre avant-bras. Du coup, j'ai fait l'autre avant-bras. Et après, c'est parti en couille. C'est-à-dire que, il y a un peu de blanc là. Vas-y, viens, on peut pas faire l'avant-bras complet, puis le monter au bras, etc. Donc, du coup, les bras, ça a été ça. Je dirais que tout le haut du corps, en fait, les bras, le torse, ça a été fait dans le sens, il y a du blanc et je veux pas qu'il y ait du blanc. Je veux que quand je sois en t-shirt ou en débardeur, ça dépasse. Ça a été la première motivation. Et du coup, le bras droit n'a aucune signification, les pecs n'ont aucune signification. Le bras gauche, c'est un tatouage psychologique. C'est des masques vénitiens qui correspondent à toutes les émotions des êtres humains. Parce que comme je suis un grand passionné de dynamique sociale et d'émotions, de beaucoup de relations, en fait, de relations entre les hommes et les femmes et entre les gens en général, c'est un tatouage qui est lié à ça. Et puis après, j'ai continué avec le cou parce que je voulais que ça monte. Je trouvais ça beau. Attends, excuse-moi, j'ai une notification qui me casse les oreilles. Hop. Et après, voilà, je me suis dit, là, c'est bon, j'ai fini. Et après, quand j'allais à la plage, je me suis dit, c'est bizarre, j'ai tout le torse, j'ai le dos et tout. Ah, les jambes, ça fait nu. Je me sentais nu. Du coup, j'ai fait la jambe gauche en me disant, vas-y, ça va, c'est bon. Puis après, je me suis dit, ah, mais non, mais du coup, la jambe droite, ça fait nu. Du coup, je fais la jambe droite. Et j'ai rencontré une tatoueuse qui s'appelle Chara Canon, qui s'appelle Laure à Tours, que je trouvais extraordinaire dans son travail, et qui m'a accompagné. Donc, qui m'a accompagné à finir ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous mes tatouages sont les dessins de ma mère. Et pourquoi est-ce que j'en ai fait autant? C'est parce que ma mère est décédée. Donc du coup, ça a été aussi ma thérapie, je dirais, en mode, c'est l'héritage de ma mère, tu vois. Ok. Elle est décédée il y a combien de temps? Pendant le Covid. Ok. Mais je posais la question parce qu'en fait, moi, je pense que je m'en bats un peu les couilles des tatouages. Je trouve ça très beau. Hein. Par exemple, tu vois, les tiens, le peu que je vois à la webcam, je kiffe vraiment le style, tu vois. Mm-hmm. Et en fait, moi, je me suis toujours posé la question, est-ce que je m'en fais, mais pour les meufs, tu vois. Parce que je sais que ça a fait son effet, tu vois. Alors, j'aime bien, tu vois. En vrai, j'aime beaucoup le tatouage, mais je pense que je m'en fous trop pour passer à l'action. Et je pense que l'une des seules motivations, ça serait ça, quoi. Bah, tu vois, je pense que c'est pas une bonne motivation. Okay, ouais. Mais en plus, après, ça reste son résultat. Moi, je vais te dire un truc, c'est qu'en fait, les femmes n'aiment pas les corps aussi tatoués que le mien en règle générale. C'est-à-dire que c'est dans la niche mesure. Vachement. Ouais, c'est-à-dire que c'est dans la mesure. C'est-à-dire que
Enfin, en fait, quand je suis habillé, tu vois, quand je m'écarte un petit peu, mais quoi, quand je suis comme ça, là, ça passe, tu vois. Ça fait beaucoup tatouer, mais ça va encore. Quoique le cou, ça commence à faire beaucoup. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le même truc que quand j'étais dopé. C'est-à-dire que quand j'étais athlétique, je plaisais à énormément de femmes. Quand j'étais dopé, je plaisais à plus aucune femme. J'étais trop. Et ben, le tatouage, c'est pareil. Quand j'avais juste les bras, les avant-bras, waouh, le nombre de femmes qui venaient que pour ça. Par contre, maintenant, en fait, c'est plus le tatouage qui les attire, c'est l'image que ça renvoie dans sa globalité. Mais j'ai déjà eu la réflexion de c'est trop, tu vois. Après, c'est quand même un cheat code, hein. On se l'avoue, on va se l'avouer, c'est quand même très très simple grâce au tatouage, hein. J'attire le regard de toute façon. Quand je rentre dans une pièce, je suis le seul. Je vois, là, je vais dans une salle de CrossFit, dès que j'arrive, voilà, on me regarde, on m'en parle. C'est très facile pour créer des premières approches. Les femmes viennent me parler sur ça, donc en fait, oui, c'est sûr. Oui, bien sûr. c'est très très simple. C'est exactement ce qu'il me disait Charlie quand il a rencontré sa meuf, hein. Le mec faisait un peu du street workout dans la salle, le mec était full tatoué. La meuf, elle est venue lui parler quasi. Bah, c'est ça. En fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent comment j'accoste les meufs, mais en fait, le truc, c'est que j'accoste pas les meufs. C'est que la grande majorité viennent à moi, sur les réseaux, dans la salle, et que quand je rencontre des femmes dans la vraie vie où c'est moi qui aborde la discussion, c'est que je la considère pas comme des accostes, en fait. C'est un échange. Puis après, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 6 mois que j'ai commencé les micro-trottoirs, maintenant, la grande majorité des personnes que je vois, c'est des personnes que j'interviewe. Ok. Ah, mais c'est marrant. J'arrête beaucoup de femmes que je trouve très belles. Et en fait, l'avantage du micro-trottoir, c'est que comme j'utilise la maïotique, comme je te disais, une bonne rhétorique, je taquine un petit peu, je dragouille. Et en fait, bien sûr, tu montres que t'as du bagou et tu montres que t'es pas teubé et ça joue vachement, tu vois. C'est pas rare qu'après un micro-trottoir, les femmes m'envoient un message et que je les date dans les 2 jours, quoi. Ah, c'est intéressant. Bonne stratégie, du coup. Bah, c'était pas ça à la base, mais bon, autant mêler utile à agréable. En plus, ça me fait des caméramans. Souvent, c'est elles qui me filment après. Genre, quand je leur fais un date, mon premier micro-trottoir, c'était un date Tinder, je me rappelle, j'ai fait, je vais commencer les micro-trottoirs. Ah, tu veux que je te filme? Bah, vas-y, viens. Et depuis, 80% des micro-trottoirs que je filme, c'est des meufs que je date. Ah, bah, trop bien. Ok. Rebondir sur, t'as dit que t'étais relativement, bon, tu corrigeras le terme, hein, mais relativement violent au plumard. Ouais. Est-ce que ça t'est venu comment ça? Parce que bon, voilà, j'imagine qu'au début t'étais relativement timide et il y a une progression. Et qu'est-ce qui t'a amené à entre guillemets cette violence? J'aime bien poser la question parce que je sais qu'autour de moi j'ai des potes assez violents au plumard. Il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Et j'aime bien poser la question pour comprendre comment vous en êtes arrivé là, tu vois. Bah écoute, j'y ai réfléchi longtemps et je pense qu'en fait l'explication elle est très simple. Ouais. Au même titre que quand tu consommes du porno, tu commences avec du porno très simple et que plus t'en consommes, bah tu te diriges vers des trucs de plus en plus hard. Et ben en fait, je pense juste que c'est mon système qui s'est habitué au sexe normal et que le sexe normal me stimule de moins en moins. Si je n'ai pas d'émotion avec la personne, je m'ennuie avec du sexe normal. Donc du coup, j'ai eu besoin d'ajouter des choses. Ça a commencé par des petits trucs, ça a commencé par des menottes, un plug, un vibro, juste une main sur le cou, une fessée. Ça a commencé comme ça, et puis le truc, bah, c'est que tu multiplies les partenaires, puis tu tombes sur une meuf qui est un petit peu plus instable que les autres, qui est un peu plus violente que les autres, et qui te dit, vas-y, crache-moi la gueule. Voilà. Et du coup, tu testes. Et au final, bah, c'est pas mal. Mais du coup, ce qui fait que ta baseline, qui était jusque-là la fessée, bah, ça devient la fessée plus le crachat. Donc, du coup, bah, l'étape d'après, elle va être un peu supérieure. Ça va être le crachat, l'insulte en plus, tu vas rajouter l'insulte. Puis, du coup, ça devient ta nouvelle baseline. Du coup, après, ça va être quoi? Ça va être le blackout. Puis ça va être la laisse, puis les gamelles, puis le blackout, ça se matérialise comment? Par étouffement ou comment? T'as beaucoup de femmes qui aiment se faire aiment la strangulation extrême, jusqu'à la limite de perte de connaissance, et certaines autres jusqu'à la perte de connaissance. Okay. Le côté c'est pas rare, j'en ai eu il y a 10 jours là que je revois dans pas longtemps, qui aime être sur moi, se faire étrangler et en fait tomber. Ça, c'est ce qu'elle aime. En fait, elle a aucun souvenir des 10 dernières secondes, mais c'est ce qu'elle aime. Elle aime se sentir partir, en fait. Est-ce que vous avez établi des signaux, justement, de... Ouais, obligatoire. Ok. Obligatoire. Déjà, moi, je fais en sorte de toujours voir les yeux, pour pas voir s'il y a des sanguins qui pètent, ou des choses comme ça. Il y a souvent, avec la strangulation ou le manque d'oxygène, t'as des petites marques qui apparaissent sur le cou, sur le bas du visage, ou sous les yeux, etc., des petites taches. Ouais. Qui vont apparaître, donc en fait il faut faire vraiment attention à ça. C'est ce que je te disais au début, en fait pourquoi elles reviennent sur du sexe violent comme ça, c'est que non seulement les hommes ils osent pas, mais qu'en plus de ça, bah vu que j'ai l'habitude de le faire, elles savent qu'elles peuvent avoir confiance en moi, qu'il va rien se passer entre guillemets, et que je suis là en sécurité, tu vois, que je sais comment réagir, ça va pas, je vais pas m'inquiéter en mode t'as perdu connaissance, qu'est-ce que je dois faire, je sais quoi faire, tu vois. Donc du coup il y a des mots, souvent je choisis un signal, alors c'est plus un code de tape, parce que quand c'est la strangulation elles peuvent pas parler. Donc c'est plus un code de tape.
Ok. ou une limite qu'on se met avant. Par exemple, oui, dès que tu vois que je tombe, tu lâches et tu me réveilles. Voilà. Ok. Et quand c'est tout ce qui va être lié à du bondage, aux menottes, à la restriction de mouvement, etc. Bah là, c'est un mot vocal, quoi. Mais souvent, Ah, voilà, en fait, ouais. on se Ok. donne les limites avant. Et si jamais la personne veut progresser, entre guillemets, parce que souvent on appelle ça dans le milieu comme ça une progression, il y a ce qui s'appelle comment on peut appeler ça, un delta de limite. C'est-à-dire que voilà, j'ai ma limite qui est là, mais si tu arrives à m'emmener 1% plus loin, c'est ok. Ok. C'est de la confiance en fait, c'est beaucoup de confiance mutuelle. Au début, tu choisis un mot, un safe word et tu y vas doucement. Et dès que t'as la confiance, dès qu'il y a la confiance qui est mutuelle qui est installée, là, c'est vraiment, elle me laisse les rênes, quoi. Ok. Mais voilà, je pense que pourquoi est-ce que j'ai le sexe violent, c'est juste parce que j'ai multiplié le nombre de partenaires et que le sexe vanille, comme on appelle, devenait de moins en moins stimulant s'il n'y avait pas d'émotion. Typiquement, avec mon ex avec qui je suis resté 5 ans, il n'y a jamais eu aucune violence sexuelle. Genre, je l'ai Flora. jamais, Flora, j'ai jamais étranglé, jamais giflé, jamais craché dessus. Ok. C'était de l'amour. En fait, je lui faisais l'amour. Alors qu'il y a beaucoup de femmes que je baise, entre guillemets, tu vois. Ouais. Ok. T'as déjà été, ça t'est déjà arrivé d'être avec des filles qui te demandaient d'être très très violent? Ouais, ouais, ça a commencé comme ça. Ok. Ça a commencé comme ça et c'est pas rare. En fait, souvent elles osent pas demander parce que elles sont timides, elles ont peur de comment elles vont être jugées, etc. Tu sais, t'en as beaucoup qui ont des kinks un peu particuliers et qui osent pas, qui osent vraiment pas demander parce que il va me juger, etc. Mais en fait, ouais, dis-moi. Non, j'allais juste te demander, est-ce que t'as des tips pour reconnaître ce genre de profil? Moi, je leur demande directement. En fait, la première partie, je dirais, de jambes en l'air qu'on peut avoir ensemble, ça va être très pas basique, mais Ouais, soft. enfin soft, c'est entre guillemets, ça peut être si tu découvres, tu vas pas tenter des choses, tu vois, si elle a un kink très particulier, genre tu vois, t'as le dog training qui est très répandu chez les femmes, elles aiment beaucoup être traitées comme des chiennes littéralement, c'est-à-dire une laisse, manger dans des gamelles, machin, etc. C'est vraiment pas rare et quand je raconte ça à mes potes, ils sont outrés, voire choqués. Mais en fait, t'en as beaucoup qui le font et en fait, la première partie, c'est souvent tu testes un peu les premières limites, c'est-à-dire que oui, tu vas y aller tu vas y aller violemment. Alors moi, de toute façon, les femmes, je renvoie une image de, comme tu dis, avec les tatouages, etc., de domination et de confiance en soi. Donc, elles attendent à ce que ce soit dur, en tout cas. Donc, du coup, on y va de façon dure et on teste la strangulation petit à petit, de plus en plus. Et quand tu vois qu'elle est réceptive à ça et qu'elle aime bien, généralement, après le premier acte, tu parles. Voilà, qu'est-ce que toi t'aimes? Est-ce que t'as des kinks particuliers? En fait, c'est le seul tip que je peux donner, c'est tester. En fait, il est plus facile de tester et de toute façon elle va dire si c'est trop et du coup de se retirer ou alors faut le sentir, faut vraiment écouter plutôt que de demander pendant et que ça va tuer l'attraction. Donc moi c'est vraiment je teste petit à petit jusqu'à une certaine limite et une fois que la première partie est faite, là on parle. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu voudrais rajouter à ce qu'on a fait, tu peux tout me dire, voilà, c'est de la communication, c'est beaucoup de communication quoi. Ok. Parce que dès que tu rentres dans des pratiques un peu particulières, c'est de la confiance mutuelle parce que il faut que la personne ait confiance en toi pour pas qu'elle soit blessée, il faut qu'il ait confiance en toi pour pas que sa réputation soit entachée. Donc en fait, c'est beaucoup de discrétion, c'est beaucoup de compte sur moi. Ouais, on n'est pas en couple, ouais, on s'aime pas, ouais, c'est de la baise qu'on fait, mais tu peux compter sur moi quand même. Ok. Il y a cette notion de confiance et tu penses qu'elles l'obtiennent comment comment t'arrives à ce qu'elles aient confiance? Parce que c'est quand même quelque chose qui est... Enfin, ça demande quand même des qualités parce que j'imagine que, tu vois... Tout à fait. En fait, pourquoi est-ce qu'elles ont confiance en moi? C'est parce qu'elles savent elles voient que je sais ce que je fais parce que je prends les devants. Ça, je peux le garantir. Le fait de prendre les devants, de montrer que tu sais ce que tu fais, que tu sais où tu vas et que tu peux lui garantir sa sécurité, déjà, elle va prendre confiance en toi. Elle va peut-être avoir 80% confiance en toi dans, en tout cas, ce domaine-là. Et les 20% restants, ça va être quand elle va être confrontée à la situation qui l'a fait peur et que tu vas bien gérer la situation. Okay. Donc en fait, ça vient vraiment de l'expérience. Ça vient de l'expérience et à force de le faire. Et si jamais tu débutes, le conseil que je peux donner, c'est fake it until you make it, quoi. Fais semblant jusqu'à ce que tu fasses. Malheureusement, c'est un conseil qui peut être mal interprété, mais c'est ce que j'ai fait. T'as raison. Moi, plein de fois, quand la fille en face de moi en date, elle me racontait des dingueries, je surenchérissais à mort et puis pareil. Et après, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. L'idée, c'est obligé. En fait, tu peux pas, c'est un peu, tu vois, le truc de, ouais, faut savoir courir avant de savoir marcher, tu vois. Là, c'est un peu pareil. Là, tu te jettes et tu verras.
Tu verras. Et j'ai une question par rapport à, est-ce que tu as déjà, justement, vu l'image que ça renvoie, full tatoué, est-ce que on t'a déjà attribué des qualités au plumard que tu n'avais pas encore quand tu avais les tatouages et que tu as dû justement surjouer? Tu vois, par exemple, quand on te voit, on s'attend à ce que tu sois ultra agressif et ultra dominant au plumard. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé des périodes de ta vie où justement tu l'étais pas? Oui. Et que tu avais quand même les tatouages, tu vois? Non, du coup non. J'ai eu les tatouages. En fait, les tatouages ont un peu accompagné mon évolution. C'est-à-dire que, comme je te dis, après Lucie, ma première copine, j'ai développé de plus en plus cet aspect de. Comme j'avais de plus en plus de partenaires, j'allais toujours chercher un petit peu plus loin. Mais je commençais à avoir mes tatouages, tu vois. Je commençais à avoir pas l'oblique, le pec, le dos, machin, etc., les avant-bras. Et du coup, ça m'a un peu accompagné. Mais depuis que je suis autant tatoué que ça, non, j'ai toujours eu cette expérience. En fait, depuis que je suis full tatoué, mes jambes, je les ai finies il y a pas longtemps. J'ai fini mes jambes il y a moins d'un an. Ok. Donc, tu vois, ça fait pas très longtemps, mais ça a été. Au début, par contre, oui, c'était. Il fallait que je fasse genre. Tu vois, quand je m'entraînais au bondage, j'étais en mode. Tu sais le bondage. Ouais, je vais t'attacher comme ci, comme ça. Mec, je faisais le truc. Je t'assure que c'était ridicule. Quelquefois, je ratais mes nœuds et tout. J'étais en mode. Tu vois, là, c'est bon. C'était vraiment du fake. J'étais juste en mode, bon, à mon avis, elle est aussi nulle que moi. Du coup, si je fais genre que c'est bien fait, ça va être bien, elle va croire que c'est bien fait. C'était nul, mais en vrai, les premières fois, c'était comme ça. Ok. Et est-ce que tu as eu des galères dans tout ton parcours, des anecdotes, je sais pas, des dates ratées, des moments sexuels pourris où ça a vraiment capoté? Ouais. Est-ce que tu as eu des difficultés dans ton parcours, des gros obstacles? En vrai, des gros obstacles, non. J'ai pas eu beaucoup de dingueries, mais il y a quelques trucs qui me viennent à l'esprit. Le premier qui m'est arrivé, c'est la première fois que j'ai pas senti les bords. Dans le sens où j'ai date une femme plus grande que moi, elle faisait 1m82, je crois. Elle vient le soir, etc. On fait notre truc. Mec, je t'assure que je sais pas si c'est moi qui est pas assez bien monté ou elle qui était trop dilatée, mais genre je sentais pas du tout les bords. Et du coup, au bout de 5 minutes, je la regarde, je fais, tu sens quelque chose? Elle me fait, non. On arrête. Ouais, on arrête. Et du coup, on s'est arrêté là. Ok. Genre, trop bizarre. Ouais, c'était très gênant, mais en même temps, j'ai préféré arrêter le truc plutôt que de m'agiter comme un lapin dessus et de voir une meuf qui a pas de réaction, tu vois. Ouais. Et tu sais pourquoi? Bah, tu sais, je reste un humain normal dans la moyenne, donc je suis pas un cheval. Et le fait qu'elle soit elle mouillait beaucoup, était dilatée, et puis potentiellement je pense qu'il y a des vagins qui sont plus distendus que d'autres, comme des pénis qui sont plus gros que d'autres. Je pense que c'est pareil pour les vagins, et que là du coup on était juste pas du tout compatible à ce niveau-là, que elle avait besoin d'un avant-bras et que j'étais pas un avant-bras, quoi. C'est marrant ça, tu vois. Donc il y a eu ça, il y a eu le truc du record là dont je t'ai parlé plus tôt dans la vidéo, où en fait là vraiment c'était putain, c'est horrible de dire ça, c'est horrible de noter les personnes, mais ça va être noté. C'était une 3/10 qui s'est pointée. Franchement, je l'ai ken juste pour mon record, tu vois. Donc du coup, il y a eu ça. Après il y a eu le truc qu'on a tous eu, la personne qui ressemble pas à ses photos. Donc ça, quand j'avais pas confiance en moi, bon mec, j'ai fait 1 heure de route, j'ai quand même la taper. Et puis maintenant, quand une meuf ressemble pas à ses photos, désolé, tu ressembles pas à tes photos, je perds pas mon temps avec toi. Mais il faut savoir un truc, c'est que maintenant les dates que je fais, c'est plus des dates, je me déplace plus juste pour le date. Je fais toujours quelque chose en plus. Du coup, en fait, si je me déplace, c'est jamais pour rien. Typiquement, j'ai eu un date avant-hier soir, je me suis déplacé, j'ai fait un micro-trottoir l'après-midi, et après le micro-trottoir, j'ai fait le date. Ce qui fait que si elle me pose un lapin ou qu'elle me ghost à la fin, j'ai pas fait le déplacement pour rien, et si elle est moche, ou qu'elle me plaît pas. De toute façon, ça, c'est des stratégies, je te dis, même nous, entre potes, de défense, mais 3-4 dates le même jour pour être sûr que tu vas en date, tu vois. Ça m'arrive aussi, ouais. Ah, ouais, obligé. Après, le problème, c'est que quelquefois, quand t'as les 3 qui acceptent, c'est chiant, mais bon, c'est toi qui nul. Bah ouais, c'est toi qui choisis la meilleure, quoi. Tu choisis la meilleure. Exactement. Ça, c'est un truc que j'aime moins faire, mais ça m'arrive, quoi. Bah ouais, mais bon, des fois, tu sais, quand ça t'arrive 1, 2, 3, où la meuf annule au dernier moment et qu'en fait, t'avais que elle de prévu, ça fait chier, tu vois. C'est clair, hein, je dois avoir peut-être 40% des dates qui se font annuler au dernier moment ou je me fais ghoster au dernier moment, donc ça arrive. Hein. Ouais. Après, voilà, c'est une question de probabilité. Si tu parles à 100 femmes et que t'as 40% qui arrêtent, t'en as quand même 60 dates, quoi. De toute façon, c'est une bonne question de volume, hein, c'est sûr aussi. Hein. De toute façon, quand t'es un mec, c'est un peu différent. En fait, ouais, c'est ça. Moi, je l'aborde un peu comme mes business, tu vois. C'est horrible de dire ça, mais je l'aborde vraiment comme mes business. Ouais, c'est comme ça, de toute façon. C'est ça. Pour moi, la drague, c'est de la communication. Quand je fais une publicité ou alors que je veux faire une vidéo qui veut devenir virale, je touche aux émotions. Là, je veux séduire quelqu'un, je touche aux émotions. Comment je veux faire pour avoir des ventes? Il faut plus de volume, plus de vues, etc. Comment je fais pour avoir plus de femmes? Il faut qu'on me voit plus, c'est tout. C'est vrai. Non, mais c'est vrai.
C'est la pure vérité. Et c'est pour ça que les mecs qui se plaignent d'être seuls, mais en fait, quand tu regardes un peu leur volume d'action, c'est 2 meufs abordées au mois. Enfin, si tu veux, c'est normal que tu baisses pas, tu vois. Enfin, c'est mon meilleur pote, il est un de mes meilleurs potes s'appelle. Bon, je n'ai pas son nom à lui parce que l'anonymat sur Internet, lui, voilà. Mais en gros, lui, il est. On mettra sa photo, t'inquiète. Non, surtout pas. Mais lui, il est très beau. Physique, de visage, on se ressemble beaucoup. On nous compare souvent à des frères, mais sauf que lui, il fait 1m85. Donc du coup, il est grand, il est athlétique. Il est assez fin. Il fait mon poids. Et toi, t'as une bonne gueule aussi, hein. Ouais, bah j'ai des traits de visage. En fait, le truc, c'est que j'ai un avantage, c'est que j'ai quand même des traits de visage qui sont assez féminins, et je suis persuadé que ça plaît aux femmes. Le fait d'avoir la barbe, plus la bonne gueule. Ouais, c'est sûr. Je corresponds aux critères de l'époque. Donc ça va. Mais mon pote est un peu dans le même style. Ouais. Et en fait, lui, c'est que c'est le cliché du mec trop gentil. C'est-à-dire que lui, c'est un businessman, etc. Il a ses entreprises et tout. Il est hyper confiant. Et il serait avec les femmes, comme il est dans le business, il aurait une cote de ouf. Mais en fait, c'est une question de volume, comme tu dis. Il date personne parce qu'il a peur de les aborder, ou il s'ennuie, ou machin, etc. Ça le fait chier de parler par SMS. Et là, il s'est vénère parce qu'il a eu une désillusion avec un date, une meuf qui s'est foutue de sa gueule. Et il a eu une désillusion. Et là, il s'est mis à parler à des inconnus sous mes conseils. Et bah voilà, 2 jours de date. Et ça fait quelques jours là qu'il s'est mis. Donc là, je vais Orléans aussi. Toulouse. Okay. Je vais le voir à Toulouse. Là, je vais le voir dans une semaine. Et je lui ai dit, je lui fais mec, si tu veux, je te montre comment on aborde des groupes de 4-5 femmes, parce que quelquefois, elles se baladent en groupe et dedans t'en as une qui te plaît mais t'oses pas parce qu'elles sont plusieurs. Je lui fais vas-y, je vais te montrer comment on va dans un groupe de 5, mec. C'est hyper facile, c'est encore plus simple et tout. Donc du coup, en fait, je vais passer une journée avec lui où on va faire quasiment que ça, quoi. Ok, trop bien. Bah, ça sera probablement un jour où je serai là. Ouais, bah oui, je comptais t'en parler après pour qu'on fasse ce que je voulais faire. Putain, j'ai perdu ma question. Ah oui, dans ton quotidien. Bon, de toute façon, on est bientôt sur la fin là, mais dans ton quotidien, donc dans ta routine classique tous les jours dans la semaine, comment tu fais pour avoir des dates? Donc tu m'as dit que tes stratégies, c'est déjà ton micro-trottoir. T'arrives à avoir du roulement via ça? Ouais, bah en fait, le micro-trottoir on va dire que c'est la prospection. C'est-à-dire que j'arrête toutes les femmes qui sont belles. Quand elles s'arrêtent pour participer, je leur donne mon Insta après. Okay. Souvent, elles m'envoient le message. Et du coup, ça, c'est assez facile à date. Après, ça va être la salle de sport. Ça va être des personnes qui me rencontrent sur les réseaux, qui viennent me parler. Ça va être des personnes que j'aborde comme ça. Ça va être des amis d'amis. Après, c'est pas... Je veux dire, dans le business, on parle souvent de recommandations. Et ben en fait, quelquefois, quand je vois une fille, elle me parle de ses copines et tout. Elle me montre les photos, je fais « Ah, mais elle est pas mal, ta copine, tu pourrais lui parler de moi et tout ». Et ça arrive aussi. Okay. Donc, voilà, après, quand j'ai une fille qui me plaît, généralement, je lui parle. Donc, en fait, au niveau de la prospection, c'est pas vraiment compliqué. C'est-à-dire que je parle dès qu'il y a une personne qui me plaît, je lui parle. Ça n'a pas toujours été le cas, hein, mais maintenant... T'as plus du tout d'appréhension maintenant par rapport à ça? T'es capable d'aller parler à... Tout le temps. J'ai tout le temps la boule au ventre. Ok. Mais tu vas, quoi. Tu te prends... Ouais, en fait, je pense pas qu'il faut l'ignorer. Je pense pas qu'il faut attendre que t'aies plus cette boule au ventre, plus ce stress. Ouais. C'est du track normal. Tu vois, quand je fais mes micro-trottoirs, j'ai mon track à chaque fois. Bien sûr, ouais. Il est différent. En fait, il est toujours là. C'est juste que je le traite différemment. À une époque, il me tétanisait. Aujourd'hui, il est là. Je sais qu'il est là, mais en même temps, je vais faire peur un peu. Tu vois, c'est un peu, ouais, si t'as peur, bah, fais-le avec la peur. En gros, c'est ça, quoi. Au lieu de dire, tu sais, c'est un peu les mecs qui veulent lancer un business ou une page Instagram, une page TikTok, je sais pas quoi. Ils veulent faire de l'argent en ligne, mais ils attendent que tous les voyants soient au vert. Du coup, ils se lancent jamais. Bah, c'est pareil que là, c'est pareil. Tu seras jamais tout au vert parce que ça dépend du contexte, ça dépend de la personne, ça dépend de ton environnement, ça dépend de la météo même. Et genre, du coup, tu seras jamais tout au vert. Donc, tu y vas. De toute façon, il n'y a pas de bonne approche. Les approches, c'est toujours gênant. Donc, faut juste savoir qu'en fait, si t'es à l'aise dans la gêne, si t'es à l'aise dans le fait que, bah, ça va être gênant, y a pas de souci, tu vois, genre ça va. Souvent la personne en face de toi va trouver que c'est gênant, mais au final elle va te respecter d'avoir fait la démarche parce qu'elle leur était pas capable. Et si tu lui plais, elle va même être reconnaissante que t'aies pris le risque et que t'aies subi cette gêne pour elle, quoi. Ouais. Ok. Petite question. Je suis désolé, j'ai des questions qui me viennent au fil. Vas-y, hein. Moi ma séance de CrossFit est à 17h, donc je suis à 15 minutes à pied, donc j'ai le temps. Ok. Au niveau du style, est-ce que tu as un truc à me dire? Bon, tu en as déjà un peu parlé. Je pense que le style est très important. C'est la première impression que tu donnes quand tu te présentes. Tu vois, c'est un facilitateur. Tu vois, si dans les 5 premières secondes, la meuf, elle se dit « Waouh, ok, ce mec, je ressens un truc, il est bien habillé, il est stylé, il est mignon, etc. » Tu vois, elle va t'accorder beaucoup plus de crédit. Toi, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ton style, par rapport à ton profil physique, etc. Est-ce que tu vois des changements? Bon, déjà, quel est ton style en général? Bon, t'en as déjà un peu parlé, hein, mais
pour faire un point là-dessus. Alors, mon style en règle générale, j'ai 3 styles. On va dire que j'ai mon style dans la vie de tous les jours. Mon style, ça va être chino, pantalon à pince, bottines. J'aime beaucoup les bottines. Donc bien habillé. Voilà, ceinture. J'aime beaucoup les accessoires. Donc la ceinture associée à la couleur des chaussures et du bracelet de la montre. J'aime bien les colliers, j'aime bien les bagues. Voilà. Coiffure, bon, les dégradés, ça joue. Bon, moi, mes cheveux, je fais un peu n'importe quoi avec. Là, en ce moment, je suis en train de les laisser pousser, mais général, c'est pas rare que je prenne la tondeuse et que je rase tout. Voilà, pareil pour la barbe. Pour le côté prisonnier, le mec. Ouais, mais en fait, tu sais que ça plaît. C'est con ce que je veux dire. Mais en fait, j'ai remarqué que la coupe comme ça, je plais bien aux jeunes, de genre, allez, 20 à 30 ans. Et du coup, comme là, je suis dans l'envisage, je suis émotionnellement disponible pour me poser, je me suis dit que j'allais le faire. Mais en fait, le crâne rasé, j'attire les milfs. Et les milfs, c'est tellement bien pour les les relations pas prises de tête. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, je me rase le crâne quand je veux avoir accès à des plus âgés plus facilement. Et ouais, c'est vraiment marrant. Mais en vrai, j'ai remarqué ça. Donc ça, c'est mon style, on va dire, tous les jours. J'ai mon style de tournage, de travail, etc., qui va être bien habillé, mais plus détendu. C'est-à-dire que ça va être du oversize, souvent, en haut. Mais par contre, je vais garder le côté ceinture, bottines, mais ça va plus être du jean ou du chino plus que du pantalon à pince. Mais voilà, un truc où je suis à l'aise parce que souvent quand je suis en tournage, j'ai un sac. Donc de toute façon, tu le vois dans les micro-trottoirs. Les micro-trottoirs, c'est mon style de tournage. Et le troisième style, c'est mon style muscu. Donc mon style muscu, ça va être du oversize, quelquefois des débardeurs oversize, mais c'est toujours du oversize, des cargos. Voilà, c'est mes 3 styles, on va dire. Les 3 ont des très bonnes réactions. Vraiment, les 3 ont de très bonnes réactions. Évidemment, le habillé dans la vie de tous les jours, quand je suis pas en tournage, etc., a des meilleures réactions parce que, en plus d'être bien habillé, t'es quasiment les seuls habillés comme ça. Donc, quand tu te tiens droit, que t'as les tatouages qui sortent du polo, machin, etc., bon, c'est cheaté, hein, franchement. Je sais que c'est cheaté, mais tant mieux pour ceux qui nous écoutent, ça leur donnera peut-être des idées parce que, franchement, ça sera une de mes dernières questions, tu verras, mais. Franchement, de toute façon, si je peux donner un conseil aux gars qui nous écoutent, la trinité, c'est le style vestimentaire, la coiffure et la barbe, et le parfum. Le parfum, les gars. C'est insane, ça. Ça, c'est... C'est vrai? Ah, laisse tomber. J'en utilise 2 en ce moment, le Tobacco Vanille de Tom Ford et Vaillant. Expensive. Expensive, tu trouves? C'est quoi? C'est 300 balles? Ouais, 300 balles le flacon, hein. Ça fait, tu sors pas tous les jours. Ouais, mais tu le mets pas du tout, moi. Il est très fort, non? Il est très très fort. Ils sont, en fait, c'est des parfums qui plaisent pas généralement aux hommes, mais qui plaisent beaucoup aux femmes. C'est des trucs qui sont très sucrés. Donc le Vaillant, il est fait exprès pour les femmes. C'est un parfum qui vient d'Italie de base, etc. Et du coup, il est orienté pour plaire aux femmes. Et le Tobacco Vanille. J'avais été contacté par les gars qui faisaient ce parfum. El Ryan, etc. Ouais. Et du coup, et l'autre c'est Tobacco Vanille. Il a des nuances de cannelle et de vanille qui sont assez fortes, avec un très léger arrière-ton de boisé, mais en fait, il se sent quasiment pas. Et en fait, c'est vraiment vanille cannelle. Donc, mais comme je te dis, moi, 300 balles, le parfum, il me dure 3 mois, quoi. Ok. Donc, c'est pas 100 balles par mois. Honnêtement, quand t'as un petit peu d'argent, ouais, quand t'es au SMIC et tout, en ce moment, c'est un peu compliqué, je pense. Mais franchement, non seulement ça va t'aider au niveau des femmes, mais en fait, ça t'aide dans la vie de tous les jours. Le nombre de relations, parce que là, on parle beaucoup des femmes, etc. Mais en fait, tout ce que je parle là m'a aidé dans le business. Le nombre de relations que j'ai pu créer parce que je m'habille bien, parce qu'il y a le parfum, parce que j'ai l'allure, parce que machin. Donc, je pense que c'est un investissement, tu vois. Au même titre que... C'est hyper important de le dire. Ouais, une bonne paire de chaussures. Et c'est drôle, tu vois, parce que moi, je sais que j'ai un déficit dans le style, tu vois, parce que... je sais pas, j'ai une flemme intersidérale pour vraiment m'en occuper, tu vois. Je pourrais être 1 milliard de fois mieux. Tu vois, par exemple, parfum, je n'en porte jamais. Jamais, tu vois. Et je sais que c'est un tort. Et que c'est un truc peut-être dans le futur, dans le futur proche. Non, mais putain, parce que je le dis depuis des années. Mais en fait, tu veux, vu que ça me porte pas énormément préjudice, oui, j'ai tendance à m'en branler, tu vois. En fait, si t'en mets pas, ça porte pas préjudice. Mais quand t'en mets, ça t'ouvre encore plus de sport, c'est ça en fait. Je suis convaincu. Mais tu vois, tu dis t'as la flemme, etc. Faut savoir un truc, c'est que j'ai un style. C'est-à-dire que en fait, j'utilise le concept de l'uniforme quotidien. Ouais. J'ai acheté 11 fois le même polo, 11 fois le même pantalon, 2 fois les mêmes chaussures. Et en fait, une fois que t'as trouvé la pièce qui te va nickel, franchement, c'est sûr. Hein. En fait, il faut savoir que moi, je travaille à peu près 6 jours sur 7 et que je sors que les soirs et pas tous les soirs, machin, etc. Donc en fait, je m'habille littéralement qu'une fois par semaine en mode uniforme. Et en fait,
donc j'ai ma chambre, et quand je descends pour aller enfin direction de ma salle de bain, il y a mon uniforme, c'est-à-dire que j'ai un endroit spécial où j'ai mon cintre, j'ai 2 cintres avec 2 fois polo, 2 cintres avec 2 fois le pantalon, le parfum et les accessoires. Ce qui fait qu'en fait, quand je me sors de ma douche, je ne me réfléchis pas à qu'est-ce que je vais mettre pour être bien. Je sais ce qui me va bien et c'est déjà prêt. Donc du coup, et je fais un roulement. C'est toujours les mêmes quasiment, et en fait, c'est un style qui me convient, qui me plaît, je me sens bien dedans, je me sens confiant. C'est tout, quoi. Et du coup, je me pose pas la question. Le parfum, il est mis automatiquement. La tenue est mise automatiquement. Ça me fait gagner un temps monstre. J'ai pas de brouillard mental. Je perds pas du temps. Je suis pas en train de me dire, ah, mais ce truc, il va pas bien. Ah, je préférerais si. Ah, faut que je me rachète des fringues et tout. Non, tout est déjà prêt. Ouais, c'est trop bien. Et puis, ça rajoute, je pense, c'est pareil. Ça contribue, tu vois. On parlait de petite taille et l'aura des gars qui ont des petites tailles, mais au final, tu vois, tatouage, bon non-verbal, style, parce que c'est un style finalement qui est assez citadin, classe. Ouais. Et en fait, ça rajoute l'aura. Enfin, il y a un milliard de femmes qui le disent. Hein. Quand j'ai un mec, quand je vois un mec en chino bien habillé, qui sent bon, qui a une petite chemise, l'aura elle est démultipliée. Donc c'est clair que c'est pareil, c'est un cheat code. Hein. Bah ouais, donc, les bagues, les montres aussi. Ouais. Les montres, c'est énorme aussi, hein, ça joue beaucoup. Hein. Nombre de réflexions que j'ai sur lui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les montres? Ça m'intéresse, j'en ai pas non plus, mais c'est un bijou qui m'intéresse, tu vois. Alors moi, j'en ai 2 particulières que je mets, dont j'ai plus les noms. J'ai une Grand Seiko. En vrai, je peux t'envoyer les photos aussi si tu veux. J'ai une Grand Seiko qui m'a été offerte, qui est une. On va les mettre comme ça, à la limite. Ouais. Bah je sais même pas si on peut les voir. Parce que la Grand Seiko, elle est pas dans cet appart-là, malheureusement. Mais un Grand Seiko, j'ai une Fossile avec le mécanisme apparent. Moi, j'aime beaucoup les mécanismes apparents. Okay. Et après, c'est ouais, je peux te montrer vite fait si tu veux. Mais... Ouais. J'ai quand même un petit peu de montre, tu vois. Ah ouais, quand même. Donc là, j'en ai un peu. En fait, j'ai des bracelets qui vont correspondre à toutes les chaussures que j'ai et toutes les ceintures que j'ai. Par rapport aux couleurs, tu veux dire? Ouais. Ok. Ah non, mais il y a du taf qui est fait, ça fait plaisir. Et puis après, bon, les autres, elles sont en bas et j'ai la flemme de descendre. Mais en gros, les 2 que je mets le plus, elles sont en bas, elles sont avec mon uniforme, qui sont une Fossile, qui mécanisme apparent avec un bracelet métallique noir qui passe avec tout, parce que vu que je mets des bottines qui sont majoritairement noires, bah ça fait le taf. Et une autre qui est une Paul, je sais plus comment, une marque française, Paul LPL. Je l'ai acheté à la base parce que non seulement je trouve le bracelet très beau, mais en plus PL c'est mes initiales, donc ça me plaisait. Le mec est concentré jusqu'à la fin. Bah tu sais que en fait j'étais à un date et j'attendais le date qui avait 10 minutes de retard, et du coup j'ai été à Histoire d'Or et j'ai vu cette montre là, je l'ai achetée et elle est arrivée à ce moment-là, et voilà, c'est tout. Je l'ai acheté vraiment sur un coup de tête, cette montre. Ok. Et au niveau des tarifs, c'est de l'ordre de combien? C'est des montres très chères, c'est des montres entrée de gamme? Grand Seiko, oui, c'est 40 000, mais après les autres c'est 300 balles. Ok. Donc c'est un investissement. La Grand Seiko, je l'ai acheté, c'était plus un trophée, je dirais. Tu vois, c'était en mode j'ai fait une bonne année, et en gros t'as plusieurs trophées que j'ai envie d'avoir, c'est-à-dire il y a la montre, la Lamborghini et la maison sur la plage. C'est les 3 trophées que je veux avoir. Donc aujourd'hui j'en ai 2. Il me manque la maison. Et donc t'as la Lamborghini. Moi je l'ai plus. Je l'ai vendu parce que je conduis jamais, mais j'ai pu l'acheter, j'ai pris mes petites photos avec et tout, et après toi tu le sais, t'as mon contact perso, donc tu l'as vu. Exact. Mais voilà, c'est mes 2 trophées, et le 3e trophée sera à la maison, et en fait c'était juste ça, je la porte jamais, j'ai trop peur de la porter. Tu m'étonnes. Donc vraiment c'est ça. Après honnêtement, il y a des montres qui sont très bien à 100 balles. Moi c'est vraiment je voulais elles en particulier parce qu'elles m'ont tapé dans l'œil. Ouais. Et que j'ai fait des bonnes années, mais en fait t'as des montres qui sont très bien. Je vois même sur AliExpress, là dans les trucs que t'as vu, j'ai des trucs qui viennent d'AliExpress que j'avais acheté il y a quelques années, qui font le taf de fou furieux. Vraiment, c'est des trucs à 20 balles qui font le taf de fou, et je pense que pour s'habiller il y a pas besoin d'avoir beaucoup. Moi tu vois, mon style vestimentaire coûte pas très cher, mais il pourrait coûter encore moins cher. En fait il y a juste les chaussures où j'ai mis vraiment l'argent, et sinon le reste, les chaussures elles m'ont coûté 300 balles. Donc c'est un peu cher, mais tu peux trouver les mêmes styles, c'est des bottines la plupart du temps, ou des bottines tu trouves ça à 100 balles. Après le chino c'est 40 balles, c'est le chino noir basique de chez Devred. Le polo noir basique de chez Devred, 35 balles. Une ceinture noire que j'ai achetée, ça doit être 30 balles. Les bagues, c'est 30 € par bague, j'en mets 2-3 à chaque fois.
c'est pas très cher et tout ça, tu vois, tu peux le trouver moins cher. Les bagues, t'es pas obligé de prendre de la qualité de ouf en bijouterie. Moi, je les ai jamais achetés en bijouterie, je les ai achetés en seconde main, machin, etc. Et encore, tu peux trouver, t'as des trucs pareils sur AliExpress et tout qui font largement le taf si t'as pas de thunes et qui vont level up directement ton style en attendant que t'aies un peu plus d'argent et ça va te coûter. Je pense que hormis les chaussures qui coûtent toujours un petit peu plus cher parce que j'aime bien, vu que je marche beaucoup pendant les tournages, j'aime bien avoir des bonnes chaussures. Ouais. Mais hormis ça, je pense que pour moins de 100 balles, tu t'habilles, tu fais un truc vraiment nickel. Et je pense que c'est un truc où tu dois t'investir. Tu prends 3 fois la même tenue, ça te coûte 300 balles, tu reportes ça sur l'année, ça te fait, ça coûte pas grand chose, c'est 25 euros par an, je suis pas très bon en calcul, mais voilà, t'as compris l'idée, c'est en gros moins de 30 euros par mois, reporté sur l'année. Franchement, 30 euros par mois pour avoir 3 tenues qui vont durer sur les 2-3 prochaines années et qui vont level up tout ton game, que ce soit avec les femmes ou dans le business, le choix il est vite fait. Hein. Et toi, t'as eu ce déclic au niveau du style de très très vite ou tu l'as développé plus tard? Je l'ai développé avec le même gars qui m'a introduit à la séduction. C'est le gars, je t'avais dit, mon ami, m'a introduit au tout début. C'est un mec, ouais, tu verras ce style-là, c'est trop bien. Faut que tu regardes ce vêtement-là. Là, cette marque-là, elle est bien. Et en fait, c'est lui qui m'a un peu sensibilisé à ça au début. Okay. Et petit à petit, je me suis fait mon style, tu vois. J'ai fait des grosses erreurs de goût, j'ai fait des trucs catastrophiques, mais à force, tu testes, puis tu trouves un truc qui te plaît, où tu te sens bien, où tu vois que le regard des gens sur toi, il est bien. Ouais, c'est ça, il change dans le bon sens. Et parce que il y a plein de gens qui vont dire l'habit fait pas le moine et faut pas s'habiller. Si. Voilà. Je suis désolé, mais ça, t'as des critères quand même, ça veut dire quelque chose sur toi. Et puis au-delà de ça, t'as des personnes qui vont dire ouais, faut pas juger quelqu'un sur son physique et tout, mais au final on le fait tous. Donc plutôt que dans le déni en disant faut pas juger un livre sur sa couverture et puis l'habit fait pas le moine, bah peut-être que c'est le cas et c'est sûrement le cas pour des personnes. Il y a plein de gens que j'ai rencontrés qui étaient habillés d'une façon et qui étaient pas du tout ce que je m'attendais. Ouais. Mais au final, autant mettre toutes les chances de ton côté, quoi, tu vois. Ah oui, non, mais complètement. Et puis moi, je suis 100% d'accord que dans tous les milieux sociaux, tout sera facilité si t'es bien habillé, si tu prends soin de toi. C'est un game changer de fou. Mais oui. Beauty privilège. Mais oui, c'est un truc de fou. C'est clair. T'as un exemple de choix catastrophique que t'as fait? Ouais. Ouais. Vas-y. Ouais, je vais même te la montrer. Voilà, attention. Non, c'est pas ouf, mais voilà, fallait avoir le culot de la porter, quoi. C'est quoi? C'est une ceinture avec une boucle. Ah ouais, exactement. Ah voilà, t'as exagéré, effectivement. T'avais le parfum Scorpio aussi? J'avais à cette époque-là le 1 million. Ah, c'était pas loin du Scorpio. Oh non, elle est hardcore celle-là. Hein. Ah putain. La ceinture Scorpion. Ça c'est vraiment le pire que j'ai, je pense. Tu la portes encore de temps? Ouais, pas sérieusement. Je la porte pour quand je fais des courts-métrages. J'ai des potes vidéastes qui font des courts-métrages et comme ils aiment bien mon profil full tatoué, ils m'appellent souvent. Et quelquefois on a besoin des trucs très visuels. Et du coup, on le porte pour ça, mais vraiment, okay. Aujourd'hui, je pense que j'oserais pas la porter dans la rue. Ok. Ah là, elle est marrante, cette ceinture. Pour juste, dernière question avant les deux dernières questions. Tu disais là en début de podcast que les personnes qui se foutaient un peu de ta gueule quand tu étais plus jeune, ils revenaient vers toi. Mm-hmm. Quelle est ta réaction, quelle est ta position par rapport à ces personnes-là maintenant? Comment tu réagis? Je suis pas rancunier, c'est-à-dire que je leur réponds. Par contre, il y a rien de possible avec moi, ni business, ni amitié. C'est-à-dire que tu viens me parler, je vais te répondre si j'ai le temps, quand j'ai le temps. Je vais être respectueux, je vais jamais t'insulter, je vais jamais t'envoyer chier, je ne te crache pas sur le dos. Tu as fait tes erreurs, on était jeunes. Je veux dire, on a tous fait des erreurs. Ça, c'est quelque chose. J'en ai fait. Comme je te dis, tu vois, j'ai eu ma période connard. Bah voilà, ils ont eu cette période de trou du cul aussi. Dans une certaine mesure, c'est ce qui m'a forgé, donc je peux pas leur en vouloir. Juste voilà, j'oublie pas. J'en ai conscience. Ils viennent, je peux leur parler et voilà, c'est tout. Je disais que c'est très drôle parce que j'ai un pote pareil de bodybuilding et c'était un peu le même profil que toi. Il est petit, il était assez mince et il se faisait bisuter quand il était très jeune. Et en fait maintenant il est bodybuildé, il est tatoué de partout, c'est un tueur. Et en fait ça l'avait tellement marqué ce truc-là avec les gars de son lycée qu'il est allé retrouver le mec. Et il allait lui casser la tête. Bah, faut savoir un truc, c'est que moi j'ai jamais eu à faire ça parce que je me battais beaucoup du coup. Vu que je me faisais biter et que je me défendais, nombre je me suis fait virer de 2 collèges et de 1 lycée. Okay.
nombre de fois où je me suis tapé en sortie. De toute façon, je dis pas que c'est ce qu'il fallait faire, mais c'est pour montrer à quel point le mec, ça l'avait marqué émotionnellement, tu vois. En vrai, j'avais déjà pensé. Hein. J'y avais déjà pensé. Surtout quand j'étais sous testo. Quand j'étais sous testo, que je me sentais vraiment fort, là, en plus, je savais où ils habitaient tous, tu vois. Je savais où ils habitaient tous, ils n'avaient pas bougé de leur trou à rats. Finalement. Mais voilà, c'était la façon dont j'avais pensé. Mais aujourd'hui, tu vois, il y en a qui viennent me parler, comme je te dis, avec les micro-trottoirs qui ont été repris récemment sur pas mal de chaînes et qui commencent à bien se développer, j'en ai forcément qui reviennent, qui essaient de gratter l'amitié. Écoute, non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Genre, tu m'as fait des crasses, c'est fini, je t'en voudrais pas, mais je te raccorderai pas ma confiance et de l'importance. Typiquement, j'en pense à un, le gars qui dormait à côté de moi quand j'étais avec la 3 là, tu sais. Et en gros, ce mec-là, il a pris le seum contre moi il y a quelques années et il m'a fait une réputation de fou furieux, qui était pas fondée, je sais pas pourquoi, par haine, je sais pas. Mais je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais en gros, des ponts ont été coupés. Et ce mec-là, il m'a revu sur un live react d'un gars. Et il est revenu me parler et essayer de me gratter l'amitié, etc. Donc moi, j'avais besoin d'un caméraman, j'avais personne de dispo et il voulait gratter l'amitié. Du coup, il m'a filmé pendant l'après-midi. Mais je sais que pour moi, il va me parler, je vais lui répondre. Mais il y aura jamais rien de possible comme ça a été à l'époque, quoi. Ok. Dernière question du coup. On est d'accord, t'as 28 ans là. Hein. Je vais sur mes 28 là, ouais. Ok. Est-ce que si on revenait, je vais te poser une question un peu bateau, hein, mais si on revenait au toi d'il y a très longtemps, quand t'étais ado, est-ce que t'aurais un conseil à lui donner? Quel conseil t'aurais à lui donner avec l'expérience que t'as accumulée aujourd'hui à l'aube de tes 28 ans? Achète des bitcoins au lieu d'acheter des camas, déjà. Déjà ça. Non, en vrai, qu'est-ce que ça pourrait être déjà, n'abandonne pas les jeux vidéo. Parce que j'ai abandonné les jeux vidéo alors que je pense qu'aujourd'hui, je serais joueur professionnel, vu le niveau que j'avais et que j'étais vraiment en avance, vu que je faisais déjà des compétitions. Donc, ce serait n'abandonne pas les jeux vidéo. Et en vrai, ce serait un peu le seul conseil parce que je regrette absolument rien d'autre. C'est-à-dire que je regrette d'avoir arrêté les jeux vidéo parce qu'on m'avait dit qu'il y aurait jamais d'avenir dedans. Mais sinon, tout le reste, je pense que sans ça, je serais pas qui je suis aujourd'hui. Donc j'aurais... Franchement, à part le Bitcoin où on peut faire la blague dessus et les jeux vidéo, il y a rien que je regrette. Il y a vraiment, si peut-être passer un peu plus de temps avec ma mère, parce que tu sais quand t'as pas encore eu un malheur comme ça qui arrive, t'as l'impression que ça arrive qu'aux autres, et quand ça arrive, t'es comme un con et tu regrettes de pas avoir passé plus de temps, d'avoir dit plus de choses à cette personne, etc. Donc c'est les deux seuls conseils que je pourrais avoir. Traite mieux ta mère, passe plus de temps avec elle, et puis et arrête pas les jeux vidéo. Ok. Et dernière question, mais là c'est officiellement la dernière. Vas-y, y a pas de souci. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui serait dans la même situation que toi, mais la situation dont tu étais il y a des années, tu vois, quelqu'un qui est petit, qui a pas trop de succès avec les filles et qui est en train de un peu s'apitoyer sur son sort parce que voilà, il a pas le physique, etc. Je lui dirais, sers-toi de cette frustration que tu as, utilise cette énergie que tu mets dans la frustration pour créer quelque chose, parce que tous les gars qui se sont foutus de ma gueule il y a quelques années, tous sans exception, peut-être des exceptions auxquelles j'ai pas, mais quasiment tous n'ont pas avancé. En fait, le truc, ils n'ont pas eu les mêmes épreuves que j'ai pu avoir, et du coup, ils n'ont pas forgé la même personnalité, le même mental que j'ai aujourd'hui, qui fait que aujourd'hui, je m'en fous de me prendre des vagues de haine, je m'en fous qu'on se foute de ma gueule, machin et tout. J'avance dans mon truc, je suis convaincu dans ce que je fais, et j'incarne ce que je fais, ce qui fait que voilà, si t'es frustré, si t'es à la bourre, si on se fout de toi, si t'as l'impression que tu vas rater ta vie, que tu sais pas où tu vas, que t'es derrière, que machin et tout, rien n'est irrévocable. Utilise cette frustration pour comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Améliore-toi dessus, mais surtout, oublie pas et utilise cette énergie, convertis-la. Il y avait Napoléon Hills qui parlait de conversion d'énergie sexuelle. Là, c'est un peu la même chose. J'appellerais ça la conversion d'énergie frustration. T'as de l'énergie dans ta frustration, utilise-la pour tout péter à côté, quoi. Ok. Eh ben, merci beaucoup Pierre pour ton temps et merci d'avoir eu cette conversation. J'ai vraiment apprécié. Je pense qu'il y a pas mal de petites pépites par rapport à tout ce que tu nous as raconté, donc c'est trop cool. Avec plaisir, mec. Avec plaisir. Ouais. Ciao et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.